L'intégrale RMC Brésil, Jean-Louis Tour. RMC Match Replay. Match Replay. Pénalty pour le Brésil. Fred qui contrôle et Fred qui rajoute. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a jamais pénalty. La course de l'an à venir de Neymar. C'est parti pour le joueur du Barça qui s'élance. Neymar le pénalty et c'est dedans. RMC Match Replay. Voilà, le Brésil s'est imposé 3-1 face à la Croatie. C'est le début de la Coupe du Monde. Vous avez suivi cette rencontre sur RMC avec Loïc Braillet, avec Florent Germain. On en parle jusqu'à 1h du matin avec Capitaine Larquet qui est avec nous. Salut Jean-Michel. Salut Jean-Louis. Avec Daniel Riolo également. Salut Daniel. Salut messieurs. Capitaine Larquet, est-ce que cette victoire est méritée pour les Brésiliens ? Oui, enfin, c'est un match d'ouverture. Il est évident qu'on attendait quand même une autre équipe du Brésil. Beaucoup reviendront sur sans doute ce qui est le tournant du match et le deuxième but de l'équipe du Brésil. D'une manière générale, je suis assez, si je dois faire une analyse, je suis assez déçu de la qualité technique des Brésiliens, hormis 2 ou 3 joueurs. Et je suis également déçu pour les Croates. Parce que je pense que 3-1 est un score qu'ils ne méritaient pas d'encaisser à la fin de cette rencontre. Ouais. Daniel, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle d'arbitrage et qu'on commence là-dessus quand on analyse les matchs, mais là quand même, quand on voit le coup de coude de Neymar, après il égalise, quand on voit le penalty, la faute sur Fred qui est pas franchement évidente, on sait qu'on est au Brésil, que la Coupe du Monde se passe au Brésil, on peut pas empêcher tout le monde d'imaginer qu'il y a du favoritisme pour le pays organisateur. Eh bien écoute, dès ce premier jour, donc je vois que les esprits sont très chauds et que la passion déborde et enlève la vue et le cerveau à beaucoup. Mais alors donc, alors ça veut dire donc, si je suis ton raisonnement, que donc Neymar doit prendre carton rouge. Sur son il faut aller au bout du truc, il faut que tu ailles au bout du raisonnement. Oui, d'accord, donc il prend carton rouge. Écoute, on voit bien sur l'action en plus qu'il regarde le joueur à qui il met un coup et qu'il lève le coude. Je veux juste savoir, moi je veux être éclairé, tu vois, donc il doit prendre carton rouge. et donc pour la faute sur Fred, comment tu as dit ça toi ? Tu as dit que c'était pour toi il y a une faute qui mérite penalty sur Fred ? Eh ben déjà ça, tu vois ce que tu viens de dire là, c'est pas faute qu'on en ait parlé 1000 fois ensemble, mais déjà d'un point de vue des règles de l'arbitrage, ce que tu dis là ne veut rien dire. Bon. Une faute il le touche, il lui tire le bras, ça peut être sifflé, ça peut ne pas être sifflé, mais l'arbitre choisit de le siffler, voilà, donc il y a péno. Il y a pas contact, il y a quand même un petit contact. Après que Fred en rajoute, c'est son rôle d'attaquant d'aller chercher un péno, comme le font tous les attaquants depuis l'histoire du football. Sinon on parlerait pas de football, on parlerait d'un autre sport, je sais pas moi, du basket où ils sont 2 arbitres et les contacts. Bon, non, encore que non. Même au basket, les contacts sont souvent sujet à interprétation, le passage en force, bref. Il y a contact. L'arbitre interprète et nous on doit respecter ça. Tout le temps, revenir là-dessus et aller chercher le complot, allez-y. Alors, la FIFA, Blatter a appelé l'arbitre, il a mis un japonais. Non mais je les ai lus. J'ai déjà lu tout ça ce soir. L'arbitre est japonais parce que Blatter est allé chercher un japonais pas connu pour le mettre là, donc ça sent la magouille. J'ai déjà lu tout ça ce soir partout. C'est pour ça que je disais les esprits, c'est pas toi que je visais tout à l'heure. Je dis les esprits sont chauds déjà. On en est au premier jour et déjà ça déborde du complot international en faveur du Brésil. Excusez-moi, mais moi j'ai entendu tout le match, les commentateurs partout dire la Croatie c'est vraiment très fort, hein, c'est vraiment très impressionnant. Le Brésil c'est nul. Hein. Putain, ils ont gagné 3-1 et heureusement qu'ils sont nuls, hein, parce que sinon ils leur en mettaient 10. Hein. Capitaine, juste on va en terminer là-dessus sur l'arbitrage. Alors après je rejoins Jean-Michel, j'ai rarement vu des Brésiliens aussi peu techniques, à part 2-3 joueurs. S'ils jouent comme ça, je vois pas où ils peuvent aller dans cette Coupe du Monde. Et là-dessus, je rejoins Jean-Michel à 100%, il a vraiment raison. Mais après, il faut quand même à un moment dire que jouer avec une telle pression en match d'ouverture dans un tel environnement, je veux bien savoir quel joueur ne serait pas les jambes tremblantes dans un match pareil. Hein. Bon, on va pas. Les gens qui tireraient des conclusions hâtives diraient certainement, on n'a pas vu ce soir le futur champion du monde ou le grand favori de cette Coupe du Monde. Le Brésil, s'il continue comme ça, effectivement, à un moment ou un autre, tombera sur un os.
nous avons été tous assez inquiets pour le Brésil. Le début de match, les 45 premières minutes de Dani Alves sur le côté droit ont été catastrophiques. Heureusement qu'il avait en face de lui un Olic qui a pris, qui s'amusait un petit peu, parfois un peu trop d'ailleurs, hein. Il a pris quelques libertés avec les râteaux et les pirouettes, mais Alves a été dépassé. Marcelo a été souvent également pris de vitesse. Je sais pas s'il a d'autres éléments, ou en tout cas s'il va recadrer ses joueurs. Mais incontestablement, il faut un tout petit peu plus de respect. Je dis simplement, j'ai trouvé qu'ils en avaient fait beaucoup, les Brésiliens. Ouais, mais ils en ont fait beaucoup. Ouais, mais il y a quand même une question qu'il faut qu'on mette sur le tapis. On parle de l'environnement, de tout ce qui se passe, de l'attente. Le Brésil n'a pas organisé de Coupe du Monde depuis 1950. On sait ce qu'est ce pays. On a vu l'entrée des joueurs sur la pelouse, la façon, tout ce show qu'on attendait, parce qu'ils avaient fait ça il y a un an. Sur l'hymne, autour de l'hymne, qu'ils continuent à chanter a cappella. Je pense que sur ce match-là, il faut rester hyper mesuré. S'ils en font 3 comme ça, on pourra être inquiet, mais je peux pas croire. Enfin, au début, je sais pas, Jean-Michel, tu les as vus, ils couraient dans tous les sens, ils étaient placés très bizarrement. On a l'impression qu'ils étaient asphyxiés par cette pression. Neymar, il surjouait complètement. Neymar, comme tu dis, est certainement le seul, et c'est presque paradoxal parce que c'est le gars le plus attendu, c'est l'idole du pays et il est jeune. Et lui était plutôt tranquille, enfin plus tranquille que les autres. Mais même Thiago Silva, même tout, j'ai senti complètement la tête sous l'eau. La pression à ce point-là, ça existe aussi. Les 45 premières minutes de Oscar étaient très très moyennes. Voilà, et par la suite, il s'est détendu. Donc il faudra peut-être attendre de voir une fois qu'ils seront détendus. Pour les deux latéraux, je crois que Scolari attend quand même, vu le profil des deux latéraux, attend d'eux qu'ils montent. Et c'est peut-être pour ça, ma théorie, c'est qu'il met 2 joueurs à profil plutôt défensif comme petit Paul et Louis Gustave là. Et Paulinho et Luis Gustavo. Voilà. Et que peut-être effectivement il pourra modifier Scolari, on l'a vu dans le match. Moi j'ai trouvé qu'avec Hernanes, j'aime beaucoup ce joueur, il y a déjà une touche de technique supplémentaire. Le coaching et les entrées des joueurs ont été quand même, on a vu rapidement la différence. Le dénommé Bernardo là et Bernardinho. Les deux ont apporté quelque chose techniquement. D'une manière générale, au milieu de terrain, je pense qu'ils ont été plutôt dominés par notamment Modric, Rakitic. Il me semble que dans ce secteur-là, ils ont été légèrement pris de vitesse. Louis, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Brésil? On va mettre un peu à part la polémique arbitrale. Ça avait pesé sur eux et que j'attends de voir. Tu penses que c'est l'émotion qui a pris le dessus je pense que c'est difficile dans un tel environnement que d'imaginer que le côté émotion n'est pas submergé beaucoup de joueurs. Peut-être pas tous, mais beaucoup me semblait avoir des têtes un peu quand même bien tapées par les tout visages. Par les visages qu'on a vus notamment au niveau Cézanne. Tout le monde ne supporte pas. C'est compliqué, les larmes, bien sûr. Tu fais bien, Patrick. J'ai oublié d'en parler. Les larmes. Dans le foot, on voit pas trop ça. On voit pas souvent. Mais alors du coup, ça veut dire quoi, Louis? Ça veut dire qu'au fur et à mesure de la compétition, ce Brésil va être de mieux en mieux quand ils vont assimiler cette pression. Forcément. Ils vont devoir s'améliorer. Ils vont devoir trouver ou changer certainement 2-3 petites, faire des petits réglages. Parce que là, ce milieu de terrain, je l'ai pas trouvé bon. J'ai pas cette défense. Et là, en première mi-temps, dans les 15-20 premières minutes, je les ai sentis un peu dépassés, un peu affolés dans la relance, dans les duels. Ensuite, offensivement, Hulk, Fred n'ont pas suffisamment pesé. Le petit Oscar, il alterne le bon et le moins bon. Neymar a la chance pour lui, c'est de marquer ce premier but d'égaliser et de marquer ce penalty. Ensuite, c'est pas un grand Brésil, mais c'est 3 points. Ensuite, elle se fait marquer en ce deuxième but. Et c'est 3-1, Louis, parce que y en a certains disent, j'entendais les commentaires Wenger dire les Croates sont impressionnants. Putain, ils perdent 3-1, ils sont impressionnants de quoi? Daniel, le 3-1, tu le fais parce que tu as quand même mis le deuxième, et le deuxième, à un moment donné où cette équipe croate croyait tenir, ou peut-être réaliser un exploit, c'est là, hein.
C'est pour ça que j'ai pensé que c'est pour ça qu'il marque ce 3e, parce qu'ils le mettent sur un compte. Mais bon, je sais pas ce qu'il en pense le capitaine, ou ce que vous en pensez, ou Patrick. Moi, je dis Julio que César, je m'attends. Julio César en plus. Moi, j'insiste là-dessus. Il a pas pesé contre réellement ce soir, mais j'ai vu une frappe à plus de 25 mètres qui a eu 30 rebonds avant de lui arriver. Il a boxé sur le côté. Il m'a semblé bien fébrile, notre Julio César. J'ai connu un bien meilleur gardien. Ouais, enfin, c'est juste sur cette action, Patrick, mais on a revu la frappe. Non. J'ai résumé sur cette action et il a pas touché le ballon par ailleurs. Il a pas eu d'arrêt à faire. Les Croates n'ont pas non plus. Ils l'ont pas sollicité. Hein. Ce sont pas non plus. Ils ont pas suffisamment eu d'occasion. Bien nettes. sûr. Jean-Michel, est-ce que le Brésil a fait le plus dur avec ce premier match? En plus, en le remportant, ça y est, maintenant pour eux, la Coupe du Monde est lancée. Ouais, et écoute, il faut savoir quand même que l'importance d'une première victoire lors de la première rencontre, c'est sûr, mais moi j'ai toujours l'impression que un mois de compétition, c'est très long. Et quand je dis un mois, ça veut dire surtout pour celui qui veut aller au bout, hein, ou qui a la chance d'aller au bout. Et je n'ai pas, moi, souvenir dans les Coupes du Monde que j'ai pu suivre, je n'ai pas souvenir d'une équipe qui a été flamboyante du premier au dernier jour. Plein d'exemples de l'Italie en 82 qui avait été magnifique en finale. L'Italie avait été absolument somptueuse en finale et dans les matchs contre le Brésil, 3 derniers matchs, ouais, c'est vrai. et avait été mais presque calamiteuse, tu vois. C'était. Il y a un match nul contre la Belgique en ouverture, c'est ça? Non, ils avaient fait. Ils font 3 matchs nuls contre Cameroun, Pologne, Pérou, Cameroun et Pérou. Et tiens là aussi contre le Cameroun, ils s'en sortent par le petit trou de la serrure. jeune homme. Comment? Non, je dis au jeune homme que c'était 1982. Donc, il n'était pas né, non, Jean-Louis. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu une nation. Je suis en train de chercher, Jean-Michel. Qui a été, mais tu veux dire quoi par au bout? C'est-à-dire gagner, ou si en demi-finale ça compte? L'équipe qui remporte la Coupe du Monde et qui a été d'une qualité égale du premier au dernier. Le Brésil en 2002, ils sont. Et la France en 98 aussi. La France en 98, championne du monde. Commence péniblement, difficilement contre le Chilavert. Il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a toujours une montée en puissance. C'est ça plutôt. En 98, Louis, je voudrais pas qu'on soit obligé de rejouer les matchs contre l'Italie et la Croatie, tu vois. Oui. Je voudrais pas, tu vois. C'est fait, c'est passé. Je voudrais pas qu'on soit obligé de le faire, tu vois. Mais ce soir, il faut quand même être honnête et reconnaître que pour ce soir, on a assisté à un hold-up organisé. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une telle pression au Brésil aujourd'hui que le football, c'est pas uniquement sportif, c'est politique et c'est économique. D'accord. Et qu'on ne peut pas envisager que le Brésil ce soir fasse match nul ou perde ou se fasse sortir dès le premier tour de sa Coupe du Monde, et que je pense que moi, en mon avis, le Brésil ira au bout. Le Brésil ira au bout, pourquoi? Parce que quand il y aura des actions litigieuses dans cette Coupe du Monde, eh ben, l'arbitrage sera en faveur du Brésil. William, écoute, à un tout petit niveau, je connais, j'ai vu les comment fonctionnait le football, et je ne peux pas croire, mais pas une seconde, William. Oui. Je ne peux pas croire qu'il y ait, comme tu l'as dit, que ce soit un hold-up organisé. C'est impossible. Merci Jean-Michel de combattre ces trucs-là. J'en peux plus d'entendre ces choses-là. Tu ne peux pas. Comment William, tu peux imaginer que le chef des arbitres lui-même, je sais pas qui c'est. Je crois que je l'ai entendu parler. C'est pas un Italien, Daniel? Jean-Mimi. Boussaka? Oui, c'est Boussaka, exactement. Oui, c'est un patron Suisse. des arbitres. Il est suisse. Comment veux-tu que le patron des arbitres soit lui-même aux ordres du patron de la FIFA et qu'il le relaie en disant aux Japonais ce soir il faut absolument que tu siffles un penalty. Jean-Mimi. Même imagine, ce n'est pas possible. Jean-Mimi. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec de trouver des comploteurs et des complots partout. Arrêtez. Jean-Mimi. Oui, Jean-Mimi t'écoute, oui. Bon, Jean-Mimi. Il est bien de prendre en t'appelant Jean-Mimi pourtant. Il fait des efforts, William. Jean-Mimi. Ouais, c'est bon, il t'écoute. Jean-Mimi, la Coupe du Monde en 82, tu l'as commenté? La Coupe du Monde en 82,
En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Oui, et alors? Dis-moi, est-ce que tu te souviens d'un match Espagne-Honduras où l'Espagnol, d'accord, il y a faute sur l'Espagnol en dehors de 5-6 mètres de la surface de réparation et l'Espagnol va plonger dans la surface pour 6 pénalty. C'est pas contre la Ou Yougoslavie. contre l'Irlande. Non, Donc bon, et alors? Non, mais je n'y crois pas. Alors tu n'essaies pas de me convaincre, écoute, je me vois, moi, écoute, dans mon district où il y a 16 000 licenciés, j'avais les finales des Coupes des Pyrénées. Alors j'aimerais bien que tel club gagne. Alors je vais dire au président de la commission des arbitres que ce serait bien, mais c'est impossible. Arrêtez. Moi je vais te répondre, William. William, s'il te plaît, laisse-moi te répondre. Bon, alors je vais te répondre sur ce à quoi tu fais allusion. Ouais. Je crois qu'on confond l'idée que toi tu décris comme une sorte de complot international avec autre chose qui s'appelle une sorte de pression ou soumission à l'événement d'un point de vue psychologique. C'est totalement différent. Jean-Michel a raison, il n'y a pas d'organisation. Attends, écoute, je vais t'expliquer. Quand en 78, on est quand même dans un autre temps, à une autre époque. Et d'ailleurs, si tu reprends historiquement toutes les coupes du monde, tu vas avoir ce genre d'histoire. On va te dire, dans ce cas-là, comment se fait-il à une époque où c'était peut-être moins contrôlé, moins ceci, moins cela, que le Brésil ait perdu en finale au Maracanã contre l'Uruguay, sa finale de 1950. C'est vrai. Bon, voilà. Après, t'en as plein d'autres. Je pourrais t'en citer plein. On dit, je sais pas, par exemple, en 34, c'est la Coupe du Monde de Mussolini. Mais alors certainement il y a eu des aides et tout, et dans le même temps 4 ans plus tard c'est en France, un pays ennemi de l'Italie d'alors, mais c'est la même équipe qui gagne. C'est quand même qu'ils étaient peut-être quand même un peu forts. En 78, que la pression psychologique ait été forte sur les arbitres dans la dictature de Videla, dans un environnement un peu malsain. Avec l'amiral Lacoste, fabuleux amiral Lacoste. Il y a probablement, là je suis d'accord avec toi, c'est une sorte de pression. L'arbitre se prend dans un environnement. 82, moi je me souviens très bien des matchs. Ça doit être Juanito, je crois effectivement, qui tombe à 1 mètre dehors. Ce penalty, je le vois, que je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des trucs complètement louches. L'Espagne n'est pas allée très loin puisque dans le tour d'après, elle est tombée. Assurément, il y a eu une sorte de coup de main. Maintenant, on parle quand même d'une autre époque, dans d'autres pays. Plus ça va dans le temps, moins t'en as eu quand même des histoires comme ça. T'as plus de transparence, plus. Et puis Daniel, il y a quand même un nombre incroyable de caméras. Bon, le faire devant tout le monde comme ça. Ouais. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Et puis on serait obligé on va terminer là-dessus. Et puis, donc que l'arbitre soit dans ce match à un moment un peu comme les joueurs, comme tout l'environnement, et c'est ça qui fait la richesse du foot, c'est qu'il y a cette dimension humaine qui fait que il sent la pression populaire, l'arbitre, et que peut-être à un moment effectivement il peut être plus indulgent. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on appelle le fameux arbitrage domicile. Mais pas d'arnaque, pas de triche, pas de complot. Ça non. Et juste pour terminer, William, tu aimes le football? Écoute. Bon, c'est une religion pour moi. Alors, si tu aimes le football, ne fais pas le lit de ceux qui crachent sur le football en permanence et qui n'ont que comme seul argument, ah oui, mais le football, c'est l'argent, c'est la triche, c'est les complots, tout est arrangé. Merci Jean-Michel. S'il te plaît, William, essaie de nous donner un coup de main en disant que le football n'est pas plus pourri. Il n'est pas blanc, mais n'est pas plus pourri que les autres sports. Intégrale RMC Brésil, Gilbert Bribois. L'intégrale RMC Brésil continue jusqu'à 2h du matin, dans moins d'une heure, dans 55 minutes. Coup d'envoi de Chili. Australie, dernier match du jour. Je rappelle les 2 premiers résultats de cette deuxième journée du mondial. Le Mexique qui bat le Cameroun 1-0. Et ce soir, les Pays-Bas qui battent l'Espagne, championne du monde en titre, 5-1. Coach Courbis, c'est de retour. Bonsoir Roland. Salut à tous. Et Daniel Riolo, rebonsoir également Daniel. Yes, I'm back. Mais pourquoi donc cette musique? À ton avis? Je ne sais pas, moi. C'est suédois, j'aimerais pas qu'on se soit trompé. Il fallait nous mettre Dave, je vous aurais fait mon petit récital habituel sur Dave. Mais peut-être un hommage à la reine des Pays-Bas qui était présente si il y a c'est ça, quelques jours. Voilà, je cherche un lien. Je sais pas, peut-être. Mais en fait, il n'y en a aucun. Notre réalisateur s'est planté, mais j'essaie quand même de lui sauver la vie. Alors, oui, il a vu Suède, Pays-Bas. Oui, il s'est dit c'est la même chose, des grands blonds.
Voilà, c'est ça, peut-être. Il s'est dit ça. Voilà. Alors, messieurs, je vais vous laisser le choix. Est-ce que vous voulez qu'on démarre par l'Espagne ou par les Pays-Bas? C'est l'Espagne qui a ouvert le score. Ouais, allez, vrai. alors on démarre par l'Espagne. Alors je vous pose une question claire. Est-ce que ce soir on a assisté à la fin d'un cycle, un cycle qui a dominé le foot mondial pendant quelques années, en l'occurrence le cycle espagnol? Est-ce que c'est allé un peu vite en besogne ou est-ce que vous partagez ce sentiment? Ensuite on rentrera bien sûr dans les détails du match, joueur par joueur, etc. Tu comprendras que c'est quand même assez difficile après ce truc absolument irréel qu'on a vu ce soir de tirer ce genre de conclusion. Ça ressemble, oui, à un naufrage parce que c'est pas une défaite 1-0 où tu te dis ouais bon il y a 4 ans ils avaient perdu également le premier match et ça les avait pas empêchés de deux. Là on n'est pas du tout face à la Suisse. Là on n'est pas du tout dans ça. On est dans un véritable naufrage. Il faut se relever psychologiquement de ça. T'as un match. Normalement, il y a l'Australie qui est l'adversaire facile. T'as le Chili qui est pas simple. Il faut se relever de ça. C'est pas gagné. Et effectivement, puisqu'à un moment quand même, on se disait. Alors je vais pas mentir. Hein, pour moi, l'Espagne était encore dans les cadors cette année. Il y a pas de problème. Hein. Sauf que à force, tu te dis, ils vont bien arrêter de dominer. Ils vont bien arrêter. Et ce qu'on ne sait pas, c'est comment tu arrêtes une domination pareille. C'est en te prenant une grosse patate ou c'est en t'échouant en 8e ou en quart. Et je disais à Roland juste avant, et je termine là-dessus, ça m'a fait penser, ce match, à, pour ceux qui aiment la boxe et qui ont suivi l'archi grosse domination de Tyson, au jour où il s'est retrouvé pas préparé, un petit peu avec moins de faim, quand il s'est retrouvé dans ce combat qui, je crois, avait eu lieu au Japon, contre James Buster Douglas, un type que personne attendait, une sorte, presque un gardien de parking, qui lui en a mis une mandale, il s'est retrouvé par terre et c'était fini. Et là, ça a été la descente aux enfers de Tyson. Parce que là, ils ont pris une énorme mandale. C'est presque pas, on peut presque pas l'analyser tactiquement, quoi. Les mecs qui étaient plus, il y avait plus les jambes, il y avait plus rien. Mais le problème, alors, Roland, fait un cycle alors ou pas? qu'ils ont fait une première période où moi je pensais qu'ils allaient quand même gagner. Le problème, c'est que la comparaison avec la boxe, c'est une très bonne comparaison parce que c'est carrément l'image que donne l'Espagne ce soir d'avoir pris une droite au menton en deuxième mi-temps. Et même avec les selles et à faire des trucs ridicules comme Casillas qui rate son contrôle, voilà. Ramos qui arrive plus à courir. C'était presque grotesque presque. Pour répondre à ta question, c'est vrai que si on doit miser ce soir sur le fait qu'un cycle s'arrête et que l'Espagne va avoir de grosses difficultés dans cette Coupe du Monde, oui, on peut le penser, mais attendons quand même. Des fois, une bonne droite au menton, si tu n'es pas KO, avec les joueurs qu'ils ont, capables de se remobiliser, on sait jamais. Il faut avoir faim, Roland, il faut avoir faim. Ouais, pour moi, la question, c'est est-ce qu'ils ont faim? Après ce 5-1... Quand t'as mangé à ce point, quand t'es repu... Mais après ce 5-1, ça peut bouger, ça peut réveiller pas mal le truc. Par contre, il y a certains joueurs, certaines individualités, que ce soit Casillas, que ce soit Busquets. Là, je sais pas si c'est un problème de faim ou pas faim, Daniel, mais ceux-là sont inquiétants. Hein. Alors, est-ce qu'il faut établir un lien entre la saison de club en Espagne et ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire que on a eu une saison de club espagnole flamboyante, le Real, l'Atlético, le Barça un petit peu même, enfin bon, tout de même, ils ont dominé complètement l'Europe. Le côté repu, le côté, tu vois, j'arrive en fin de saison, j'ai tout donné psychologiquement sur autre chose il y a quelques semaines, et j'ai du mal à me relancer. Ramos en est l'exemple typique là, ce soir. Évidemment, Gilbert, tu suis le sport et tu suis pas que le foot. Quand tu as autant gagné que ces mecs-là, quoi. Et ils ont gagné en équipe nationale 3 compètes de suite, ce qui est un truc de fou. Et en plus, en club, le Barça, ils se sont gavés à plus savoir qu'en faire. Et cette année, c'est le Real qui s'est gavé en accédant à son rêve suprême, la décima. Et le symbole, c'est Casillas et Sergio Ramos de ce Real-là, qui ce soir, les deux étaient à la ramasse, et le Sergio Ramos qui marchait Sergio Ramos, c'est ça? Ouais, c'est un lapsus, tu vois. Et Sergio Ramos qui marchait sur tout le monde dans cette finale contre l'Atlético. Il y a quoi? Il y a même pas un mois. Qu'est-ce que je raconte? C'était le 25 mai, cette finale. C'était quoi, un mois? 3 semaines.
Et ouais, forcément que t'es repu et qu'à un moment Finalement, ou un autre, avec le recul, ça c'était devait peut-être arriver. la pire nouvelle pour l'équipe nationale. Ce qui s'est Non, passé, pourquoi la cette pire finale nouvelle 100% Gilbert, c'est pas espagnole. la pire nouvelle. Ils se sont tous gavés, laisse-les profiter. Tu sais, s'ils sortent au premier tour, moi j'applaudis l'Espagne. Je dis merci pour tout ce que vous nous avez donné. Après, au bout d'un moment, la domination, ça forcément ça passe. Hein. Même quand les mecs sortent dans tous les sports, on a eu des cycles de mecs qui semblaient absolument invincibles. Même Nadal un jour perdra Roland Garros et ça se finira mal pour lui. Hein. Roland, Fred nous disait tout à l'heure qu'il avait discuté il y a quelques semaines avec Xavi Alonso, qui lui a dit « J'espère que nous ne serons pas en 2014 la France de 2002 ». Ça veut dire quand même que dans les têtes des Espagnols, il y avait quand même un truc qui tournait. Quand tu penses déjà, c'est pas bon signe. C'est que justement, c'est fort possible. Bah c'est vrai. Moi, j'ai pris un exemple dans la boxe, mais t'as raison, Gilbert, de faire allusion à ça. La France de 2002. Fallait il reste 2 matchs quand même. Donc est-ce qu'on peut le bien faire sûr, mais c'est pour ça que moi je tire pas de conclusion pour l'instant. Mais si jamais ça devait arriver, bah oui, la France qui est championne du monde, championne d'Europe, après en plus une finale de folie et qui à ce moment-là une sorte d'équipe invincible qui met des tartes quand même à tout le monde dans les matchs amicaux, dans les compètes. Bah ils se sont ramassés honteusement en 2002. Ça arrive quand une équipe a trop dominé. Les mecs du Tour de France, combien t'en as eu des mecs qui en ont gagné 5 de suite et qui l'année d'après sont à bout et se tapent des coups de mou dans le premier col et terminent à une demi-heure. J'ai vu Indurain comme ça. Presque ça faisait de la peine. C'est possible qu'on soit en train d'assister à ça, pourquoi pas. Et moi, franchement, je ne m'y attendais pas du tout, pas une seconde. Pour moi, l'Espagne, la seule question que je posais, c'est avez-vous encore faim ? Si oui, vous avez encore la meilleure équipe. Je le disais encore il y a 2 heures. Ils ont encore intrinsèquement, je vois les mecs là, pour moi, c'est la meilleure équipe. Mais après, si t'as pas faim et si mentalement t'y es pas, t'es plus rien. C'est sûr. Ce qui est dingue par ailleurs, c'est quand même qu'en face, on annonçait une équipe des Pays-Bas renouvelée à la ramasse, à la rue complet, qu'on donnait éliminée au premier tour. On va en reparler des Pays-Bas tout à l'heure. Restons sur l'Espagne pour l'instant. Finalement, leur sortie, ça a resserré les liens. Ouais, Gilbert, tu sais ce qu'on disait hier, on disait c'est très très bon signe, ils se soient frités les mecs à l'entraînement et qu'il y en ait qui sont rentrés de boîte à 11h du mat. Ça pour les Hollandais, c'est parfait ça. Tu peux pas leur en vouloir. Casillas, tu le voyais qu'il était, comment dire, c'était la fin que tu sentais, que tu le voyais à son visage. Il avait un regard qui en disait quand même long. Voilà, au niveau body language, c'était... Juste une question pour Daniel. Del Bosque, vous parlez de Del Bosque là, hein? De tout le monde. Franchement, de tout le monde. De Casillas, la tête de Casillas. Attends, justement, Del Bosque. Est-ce que vous avez vu l'image de Del Bosque vers la fin du match quand il tape la tête de tous ses joueurs, comme pour leur dire merci? Ouais. Genre non, c'était plus une tape un peu pour, comment dire, un peu tous les rassurer. Genre bon les gars, on essaye d'oublier ça. On est tous ensemble. Pour dire une chose, je rappellerai juste que l'Italie en 2010, c'était sortir au premier tour, et qu'ensuite en 2012 a fini en finale. Elle va en finale de l'Euro. C'est juste le début d'un nouveau cycle. Il y a plein de nouveaux joueurs, donc il faut pas s'en faire. Et puis juste un mot, c'est même s'ils passent pas au premier tour, c'est merci pour tout et tu peux pas leur en vouloir. Voilà. Mais tout. Personne leur en veut, Nicolas. Hein. Tu sais, on est tous, on regarde et on dira bravo s'ils se font éliminer. C'est pas fait encore. Hein. Del Bosque n'avait pas un discours trop défaitiste. Je pense. Après, c'est toujours très difficile d'admettre que ton équipe n'y est plus. Je pense que tu t'en rends compte après. Donc là, ils sont encore dedans à fond. Je pense. Dès le deuxième match, il faudra compter sur eux. On va voir ce qui va se passer. Le deuxième, c'est Chili. Hein, tout de suite, hein, Gilbert, c'est ça? Exactement. Espagne, Chili, mercredi. On aura tout de suite la réponse là, quoi. Si l'Espagne bat le Chili, l'Espagne est totalement dans le coup parce que derrière, comment veux-tu qu'elle ne batte pas l'Australie? Donc voilà. Donc c'est le rendez-vous, c'est mercredi. On saura est-ce que l'Espagne est toujours dans le coup ou pas. Et voilà, c'était le 5e but néerlandais tout à l'heure. 5-1 pour les Pays-Bas face à l'Espagne. After dans cette intégrale RMC Brésil après ce match. Avant de se projeter dans une demi-heure maintenant vers le Chili-Australie qui démarrera à minuit. Coach Courbis est là, Daniel Riolo est là. Puisqu'on a entendu Rodolphe Massé nous parler de l'individualisme de Robben, parlons-en de cette équipe des Pays-Bas, messieurs. T'as vu le match de malade qu'il fait? Exactement, mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement en première mi-temps, Robben, faudrait quand même justement, le souligner, le surligner. Je vais rappeler quelques faits de jeu. En première mi-temps, on voit Robben engueuler Van Persie. On voit Van Persie faire un peu la gueule à Robben. Finalement, on voit Van Persie marquer cette tête somptueuse là où il se met un peu en équilibre en faisant le Corcovado pour prendre de l'élan et placer parfaitement le ballon au-dessus de Casillas. Derrière, on voit des exploits individuels de Robben. Il y a que eux qui ont ça. Les Hollandais, ils sont capables de pas se blairer.
Ouais, c'est mais ça. d'être fort. Eux, ils s'épanouissent dans la mésentente, dans l'individualisme, dans l'arrogance. C'est là qu'ils sont les meilleurs pour ça. Ils aiment bien que le groupe vive comme ça. Tu sais, j'ai rencontré Van Gaal une fois. Il suffit de passer 1 heure avec lui, tu comprends énormément de choses, quoi. Sur c'est ce sentiment de supériorité qui peut les habiter. Et là, tu le vois ce soir. Ils ont commencé pourtant. Il faudrait quand même revenir un petit peu sur le film du match. Sur la première période, bon, on l'a dit, la balle de 2-0 de David Silva peut changer énormément de choses parce que derrière en gestion, ils peuvent il y a être une balle de 1-0 pour les Pays-Bas quand même. Une occasion à 0-0 d'ouvrir oui, le score. certes, voilà. mais franchement, moi à ce moment-là, je vois encore l'Espagne bien tranquille dans son match jusqu'à l'égalisation et ça pète complètement, que ça explose en deuxième période. Et les Pays-Bas étaient quand même dans la première période très timides, un brin presque victime. Et c'est d'un coup, ils vont se dire, attends, j'ai l'impression qu'en face, on n'a pas une bonne Espagne. Si on l'en rentre dans la tronche, ça va passer. Et peut-être qu'on a, comme tu disais Gilbert tout à l'heure, on a un peu sous-estimé cette équipe. C'est vrai qu'on l'avait pas vue bonne et il faudra quand même un jour qu'on arrête de commenter les matchs amicaux parce que les Pays-Bas du mois de février au Stade de France, c'était vraiment bidon. Les Pays-Bas au Stade quoi. de France, c'est pas la même équipe, ça. Voilà, mais là, quand même, dans une équipe qui est dirigée par Van Gaal, un des plus grands entraîneurs actuels. Van Persie, un talent pur. Arjen Robben. Quand t'as ne serait-ce que ça, déjà, tu peux pas être une équipe de baltringue. Hein. Et ils ont pas Strootman qui est essentiel. Évidemment, je le soulignais encore. Ils ont pas Strootman qui est un super joueur. Qui est bon, Van der Vaart, même s'il Schneider a pas été aussi bon que les deux autres, mais enfin bon, ça reste quand même un très beau joueur. Je sais pas ce que donneront les Pays-Bas, mais ce soir, c'était une équipe qui est totalement pas en rapport avec ce qu'on attendait d'elle. Daniel, vu que tu faisais le malin, il y a Van Gaal en conf là, tu peux nous traduire s'il te plaît? Allez, montre-moi le son. Allez, Daniel, c'est à toi. Vas-y. On a fait un match absolument extraordinaire. Dat hebben we de afgelopen 3 vriendschappelijke interlands ook laten zien. Dat het heel moeilijk is om ons uit elkaar te spelen. On les a éparpillés, écartelés. On a vu des bouts d'Espagnols aux 4 coins du terrain. Met alle risico's Moi, j'ai toujours pensé qu'on était une nation supérieure. C'est logique quand on a des joueurs comme Robben et Van Persie qui mettent à l'amende à peu près tous les attaquants espagnols de l'histoire. Nous, les Pays-Bas, on n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais c'est certainement parce qu'on se les a fait voler. Parce qu'on est vraiment les plus beaux, surtout moi. Évidemment, ce n'est pas la vraie traduction. Non, parce que ceux-là qui arrivent en cours de route, ils vont se dire, mais attends, il a pété un plomb, Van Gaal. Non, c'est bel et bien. Non, ça c'est ce que fera Van Gaal off. C'est le Frolandais de Daniel. Ah non, moi, je parle là-dedans, je t'attends pour le sélectionneur du Japon. Une traduction par soir. Et tu sais, t'étais pas avec nous, toi, hier. J'ai fait portugais hier soir, mon vieux. J'ai trouvé Robben quand il est en feu comme ça. Oh là. J'ai trouvé cette équipe surprenante, mais dans tous les secteurs. Même De Jong, qui met des coups, mais qui est pas extraordinaire. Et ce soir, je le trouve en progrès. Même lui. Ils aiment bien dans ce secteur les Néerlandais avoir la petite garce. Ils avaient Van Bommel et De Jong. Ouais. Ils avaient même c'est marrant parce qu'ils ont mis Milan. Les deux ensemble. Il y a une filiation Garce à Milan aussi, entre Gattuso, voilà. Et dans une équipe, c'est important d'avoir des mecs comme ça. Au départ, c'est pour ça qu'ils l'ont pris, parce qu'ils cultivent un peu ça aussi, Milan. Et ils ont mis des beaux buts, ouais. Et c'est vrai, t'as raison de souligner Van Persie. Là, on aurait dit un dauphin au Siquarium à Antibes. Là. Ah oui, je pense qu'on peut pas. Là, c'est qu'il va chercher le ballon là dans le cerceau. Là. Et surtout, c'est qu'il a un côté. Enfin, moi, je sais que c'est un de mes numéros 9 que je préfère depuis Ruud van Nistelrooy, mais bon, je vais pas vous étonner en disant ça. Ah, ça va, t'as bon goût. Et je trouve que c'est un finisseur qui a, pour beaucoup, ils savent pas, ses deux parents sont artistes, Van Persie, et lui, d'une certaine manière, il fait honneur à ses parents parce que c'est un peintre avec les pieds. Rien, c'est beau ça, mon gars. Bravo. Ouais. Voilà. Même si là, c'est un peu avec la tête aussi aujourd'hui. Ouais, les parents de Van Persie étaient peintres. Je crois que sa mère est peintre et l'autre est écrivain. Sa mère, elle est un peu excentrique, quoi. On pourrait dire ça. Les deux parents. Il est une famille, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Voilà, je connais très bien tous les. Tu connais la famille? Non, pas la famille, mais je suis énormément, les joueurs néerlandais. Donc je connais un peu. Et sur le banc, il y avait du monde. Van Gaal, Kluivert, Blind. Patrick Kluivert, c'est grâce à ce joueur-là que sur les bancs, les Pays-Bas, ils t'envoient toujours du lourd en ex-internationaux de haut vol.
Et on a tendance aussi à oublier qu'ils ont aussi des très très bons entraîneurs. Et ça ferait pas de mal, par exemple, de voir un Franck Debourg aussi débarquer en Ligue 1, mais bon. Ah, ça, écoute, moi j'ai toujours soutenu que les Pays-Bas et l'Italie étaient les deux pays qui avaient le plus donné au football mondial en termes de coach. Et pour les Pays-Bas, qui est quand même un petit pays, je trouve que c'est même une performance qui est assez unique, que je ne m'explique pas, que j'essaye de comprendre, mais autant de grands coachs, si tu fais la liste, c'est assez incroyable. Les Van Gaal, Hiddink, Cruyff a été coach, ne l'oublions pas. C'est assez fou. Il y en a beaucoup. Merci Maxence. Tiens, on se rappellera pour les prochains matchs des Pays-Bas. Bien sûr. Je vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Je tenais à dire, c'était pour moi un honneur de passer à l'antenne, de vous avoir tous avec moi au bout du fil. Et nous aussi. Ah d'accord, et puis voilà, dire aussi que je suis très souvent d'accord avec Daniel, mais qu'au départ il les donnait vraiment perdants, il était un peu défaitiste sur eux. Et moi je les voyais, je sais même pas si je les voyais passer le premier tour. J'aurais plus misé Espagne-Chili, tu vois. Donc. Ah ouais, donc je pense que là ça a dû te faire. Tiens, on va t'envoyer un petit cadeau, un DVD de Mea Culpa, le film RMC de la semaine avec ça tombe super bien, Vincent Lindon, Gilles Lelouch et donc avec Sergio Ramos. Moi, je voulais plus parler du collectif dans un premier temps, à savoir le sujet du débat, est-ce que c'est la fin d'un cycle? Moi, je voulais aller un peu plus loin et vous poser la question suivante. Est-ce que c'est pas aussi la fin d'un style de jeu, comme on a pu le voir tout au long de la saison avec des équipes qui pratiquent ce style de jeu, c'est-à-dire, je le caricature un peu, mais jouer un petit peu à la baballe en attendant de trouver l'ouverture. On a vu que le Bayern s'est cassé la gueule, on a vu que le Barça a fait une saison moyenne, on a vu que le PSG qui a essayé d'adopter aussi ce style s'est cassé les dents aussi. Donc la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a vu ce style de jeu exploser, puisque les 5 buts... On en parle depuis des mois, Anouar. Tu as raison d'amener ça sur le tapis, parce que c'est vrai que là encore ce soir, on a vu que le tout, c'est de savoir comment faut voir un peu les Espagnols cramer la tête, machin, ci, cela. Mais on a quand même vu encore une équipe qui, quand elle comprend qu'elle peut faire quelque chose, et c'est-à-dire qu'elle n'a plus peur, qu'elle ne recule plus, mais qui lui rentre dedans et qui exploite très vite les ballons qu'elle va récupérer vers l'avant. Et si vers l'avant, t'as en plus des joueurs de talent, tu as raison de le dire. Ce style de jeu-là, il faut y réfléchir, à savoir s'il faut continuer. Oh, Fredo Hermel de retour, oui, je suis allé pêcher un petit peu des réactions en Espagne et c'est pas piquer des. On était sur Casillas là. Qu'est-ce qu'il se dit sur Casillas? De toute façon là maintenant c'est opération destruction du mythe, et d'un côté et de l'autre on défend le mythe. Voilà, l'Espagne va se diviser en deux, ceux qui s'acharnent sur Iker Casillas et ceux qui essayent de le défendre. À commencer par Vicente Del Bosque qui dit que c'est une faillite générale, notamment de la défense, mais qu'on peut pas donner en pâture un joueur comme Casillas, parce que c'est aussi les. Bien sûr, il faut se calmer. Non, bien sûr, faut se calmer. Ça va. Mais sauf il que c'est fait Daniel, pour qu'on le démonte pas. Bien sûr. Sauf quand il est mauvais, on a le droit de dire qu'il est mauvais. D'accord, mais pas de le démonter comme si c'était un clochard. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que on parle d'une légende, là. Les sorties de ce soir d'Iker Casillas, on en a vu beaucoup cette saison, même en Ligue des Champions. Ouais, mais pas notamment au point que là il donne le ballon comme ça. Non, mais il est pas bien. Oui, parce qu'il y a le côté, il est avancé sur le but de Van Persie, mais le pire c'est face à Robben le cinquième là. Mais rappelez-vous, dans l'after, je vous disais depuis des semaines, au Real, on considère que Casillas n'est plus dans le foot depuis 1 an et demi. Depuis que Mourinho l'a mis sur le banc, il a décroché, il a eu du mal à revenir. Ouais, mais il a gagné sa décima, c'était un truc important dans sa vie, quoi. Depuis 1 an et demi, je dis, Daniel. 1 an et demi. Et pourquoi Ancelotti, au mois d'août, décide de mettre Diego Lopez? C'est parce qu'il considère qu'il n'est pas en forme, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est plus forcément très professionnel. J'aimerais que Roland développe ce soir, faut arrêter. Non, mais c'est quand même le symbole du désastre. Ouais, mais arrêtons de chercher le symbole. Roland, tu me dis toujours que le gardien de but c'est le poste le plus important d'une équipe de foot. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On change de gardien pour le prochain match? Non, mais la défaite de ce soir, c'est pas la défaite de Casillas. Bah non. Casillas, il fait une moulette, ok.
Bah moi je dis ce qui se passe en Et il Espagne. fait un arrêt décisif au début là sur l'occasion où Schneider se présente face à lui. Arrêtez quoi. Il passe à côté. Il est en fin de carrière. Je te dis ce qui se passe en Espagne. Il est probablement un peu plus. Bah oui, que tu dises ça, je veux bien. Mais ça c'est parce qu'on est voilà, c'est de la polémique facile. Qu'il soit plus proche de la fin que du début, on est tous bien d'accord. Évidemment que c'est fini. Il jouait plus en championnat, en Ligue des Champions. Je l'ai encore trouvé bon quand il a fallu qu'il soit bon dans des matchs importants. La page se tournera pour lui comme pour d'autres. J'ai vu Buffon extraordinaire il y a encore quelques années et beaucoup moins impressionnant maintenant. Ça me semble normal. Maintenant, on va pas se mettre à découper ce genre de personnage-là. Attends. Qu'on se pose Je pose une question claire à Roland. Roland, est-ce qu'on laisse Casillas pour le prochain match? Moi, je pense que oui. Ben oui, ils vont le laisser. Je pense que oui, parce que le prochain match, c'est très délicat de prendre certaines décisions. Et avec ce qui se passe ce soir, tu as une équipe qui prend 5 buts. Donc, automatiquement, ton gardien prend 5 buts. La première des choses que tu fais, tu changes le gardien. Non, je pense même qu'il va pas falloir changer grand-chose au niveau des joueurs. Mais surtout, le comportement, il va falloir changer. Et là, il y a certains joueurs qui sont carrément méconnaissables. De toute façon, l'histoire indique que les équipes qui ont beaucoup gagné, soit elles disparaissaient avec les mêmes mecs, soit il faut, et c'est très rare que ça arrive, que les mecs qui sont à l'intérieur de l'équipe, par exemple que Casillas aille voir le coach et dise « je suis cuit, j'y arrive plus ». Sinon, c'est très dur de tourner la page tout seul. Daniel, ce sont les événements qui te la font tourner, mais on a peu d'exemples de mecs qui sont allés voir le coach. Écoute, moi, on a vécu ça en équipe de France. Abidal l'a fait à la dernière Coupe du Monde. Je vous signale pour le dernier match. Oui, il l'a fait. Il est allé voir le coach en disant je veux pas jouer. Non, arrête, là, c'était. Gilbert, il l'a fait. C'était en train de se blaguer, j'espère là. Daniel, il s'est défilé dans la débandade absolue. Non, me dis pas ça, c'est pas ça. Daniel, il faut plutôt me dire, c'est quoi? C'est pas Thuram qui en 2008 dit qu'il peut plus, un truc comme ça. Mais avant la compète. Ouais, voilà. Pas pendant la compète. Ouais, voilà. Donc mais avant la compète. Non, mais Abidal, c'était pendant. Les mecs disparaissent comme l'Italie 2010 quand Lippi essayait de rappeler les anciens, il s'est banané avec quoi, voilà. Moi il y a un exemple, il y a un joueur dont je parle depuis des semaines parce qu'il a fait une saison catastrophique au Barça et a priori l'année prochaine il est plus au Barça, il est au Qatar. Il s'appelle Xavi Hernandez. Xavi Hernandez, il y a 2 ans après l'Euro, a une réunion avec Del Bosque, et ça j'en ai parlé personnellement avec Del Bosque, et Del Bosque il discute, il dit j'ai envie d'arrêter, Del Bosque dit reste un petit peu, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, allez on va jusqu'au Brésil. Donc à partir du moment où il y a 2 ans, Del Bosque accepte que Xavi Hernandez continue, c'est pour l'emmener au Brésil. Il ne peut pas dire, alors qu'il faut gagner la saison, finalement je te prends pas, puisqu'il a fait les qualifs pour aller au Brésil. Del Bosque est un politique, mais c'est aussi quelqu'un, et on a souvent parlé avec Daniel, qui a voulu aller jusqu'au bout avec une génération et qui a promis des choses à des parce mecs. que c'est plus simple, il s'appuie sur les gars. Alors, messieurs, dans la gestion, le temps passe. Ça se gère Fred, tout seul. On va te laisser là. Peut-être de Diego Costa, c'est parce que. En un mot alors. Parce qu'on a senti au début de la rencontre que les mecs ont essayé de le mettre en confiance. C'était la nouveauté. On va essayer de jouer avec toi. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit. Parce qu'il n'a pas les caractéristiques. Roja compatible. Exactement. Il n'a pas les caractéristiques techniques et tactiques pour jouer dans cette équipe. Il devait être un plan B et il peut pas être un plan A. Dans quelques secondes, un petit after, un mini after. Après le match Mexique-Cameroun, victoire des Mexicains 1-0. Est-ce qu'on n'était pas face à la pire sélection du Cameroun de l'histoire? C'est la pire sélection qu'on ait jamais. Il y a rien dedans. Il y a rien. Il y a pas d'homogénéité. Techniquement, c'est d'une faiblesse inouïe. Il faut ouvrir les yeux, tout simplement. Alors, Roland, est-ce que tu considères, Roland, qu'ils sont déjà éliminés, pour être clair sur le niveau qu'on voit, je pense qu'ils peuvent même terminer 5e. Et alors, un petit point tactique quand même. Forme sur les formules. Qu'est-ce que t'as fait? Tu les prépares la journée ou quoi? Non, mais là, coach, en 2 jours, il est fort. Le penalty anti-émeute et ça, là. Non, mais t'es bien, tu démarres bien la Coupe du Monde, ça me plaît. Écoute, d'ailleurs, tu sais, ça m'a fait penser à ce que tu dis sur le penalty anti-émeute. Je me suis dit, est-ce que on pourrait pas avoir quelque chose dimanche soir? On pourrait pas faire une petite réclamation pour avoir un penalty anti-grève de la SNCF? Tu veux pas demander ça? Tu veux pas t'arranger? On rigole. Mais tu t'imagines le contexte quand même? Mais l'arbitre, quel que soit son niveau, donc je regardais ce pauvre arbitre là, quand les joueurs sont allés le voir. Le mec, on lui explique que dehors du stade, il y a ceux qui sont pas contents.
à l'intérieur du stade, il y a ceux qui sont contents. Et que si, par exemple, l'équipe en jaune, là, qui joue, là, c'est celle qui organise la Coupe du Monde. Moi, cette histoire, je t'assure que ça me fait rire, ce que tu dis, mais je n'y crois pas du tout. Pour moi, ça n'est que du gag. Ça me fait pas rire quand tu auras ton équipe chérie qui se prendra un coup de sifflet dans la gueule. Ah, mais moi, c'est un fait de jeu. Tu sais combien de fois tu me l'as dit, ça? Et combien de fois tu as pu constater que je m'en foutais royalement? Mais je suis oui ou non? Je suis non, mais sois de bonne foi. Oui, mais j'ai pas perdu quand même l'envie de te convaincre. Ouais. Si vous le voulez bien, un mot sur le premier match du jour tout à l'heure, la victoire de la Colombie face à la Grèce 3-0. Vous avez suivi ce match. La Colombie l'emporte 3-0, évidemment sans Forlan, mais également ce soir sans Bacca. Sans Falcao, tu veux dire. Évidemment sans Falcao, mais également ce soir sans Bacca qui était annoncé comme son remplaçant et qui n'a pas joué. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Colombie, messieurs? Mais juste sur ce point, ils ont un paquet de numéro 9 exact. Parce que Jackson Martinez était sur le banc aussi. C'est Gutiérrez qui joue l'attaquant de River Plate qui est bon, qui a marqué. J'ai pensé de ce match, moi j'ai encore vu, et ça il faut peut-être commencer par ça, souligner qu'on en est je compte plus les matchs, mais bref, on ne voit que des bons matchs. Tous les matchs, moi je les trouve. On voit des buts. On a eu des périodes pour avoir un but, c'était compliqué. Je les trouve bons les matchs, je les trouve agréables à suivre, ouverts. 18 buts depuis le début de la Coupe du Monde. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont polémiqué sur l'arbitrage. Moi, tu sais bien, comme on en parle souvent, Gilbert, ce qu'on aime nous parler, c'est la façon dont on arbitre, l'esprit de l'arbitrage. Et ben, je le trouve bon, l'esprit, c'est-à-dire qu'on laisse jouer. Il n'y a pas eu énormément de cartons. Il n'y a pas une sévérité excessive ou des arbitres qui font un peu le show. Je trouve que tout démarre bien. Après, pour ce match-là, alors la Colombie gagne 3-0, mérite sa victoire, pas de problème. Mais ils n'ont pas, alors paradoxalement, le score indique peut-être une grosse raclée, mais ils n'ont pas complètement baladé, étouffé les Grecs. Les Grecs m'ont pas semblé être une mauvaise équipe, sauf que la Colombie, il y a des joueurs. Ils ont eu quelques occasions, ils ont touché la barre. Ouais, il y a des joueurs. Non mais en Colombie, c'est qu'il y a des joueurs de talent. Ils vont vite, ils voient juste. Rames Rodriguez, on sait bien, maintenant on le connaît en Ligue 1. On est beaucoup à être fan de lui. Moi, j'adore ce joueur. Malgré le 3-0, Daniel, les Grecs sont pas éliminés. Oui, non. Et puis en plus, ils ont pas été bidons. Hein. Ils sont pas fait balader. Sauf que la Colombie a été efficace, a des bons joueurs. Il y a le Japon et la Côte d'Ivoire dans ce groupe également. Ce qui était également à noter, c'est l'ambiance dans le stade. Là, tous ces Colombiens. Il y a plein de trucs positifs dans cette rencontre. Et puis, encore une équipe sud-américaine. Bon, dans l'âme sud, je mets Mexique aussi dedans. Hein. Je sais que ce n'est pas dans la zone âme sud, mais les équipes que j'appelle âme sud, encore une qui gagne. Et c'est des sélections, ça sent le football, quoi. C'est technique. J'adore l'état d'esprit, j'adore ce que ces équipes-là, ces sélections-là dégagent. Et la Colombie, je savais qu'elle allait me plaire, elle m'a plu, je suis content. Voilà. Oui, absolument, mais le résultat de ce soir, le match de ce soir, le scénario de ce soir, hormis le nombre de buts qu'il y a à chaque match, je trouve que cette Coupe du Monde démarre de façon très sympa. Ce qui se passe dans Espagne-Pays-Bas, c'est déjà énorme. Et ce qui se passe ce soir avec cette équipe de Costa Rica, je trouve ça super sympa. Donc là, maintenant, on a ce soir une affiche qui est quand même une affiche très intéressante de voir un petit peu où en est cette équipe d'Angleterre par rapport à cette équipe d'Italie. Après, demain, nous avons notre équipe de France. Et ce soir, le fait de pouvoir comparer le Honduras au Costa Rica, comme je disais à Daniel, attention, arrêtons de dire attention, parce que finalement ça va porter la scoumoune. Au contraire, ce soir c'est un avertissement de plus qui fait que on a une chance de plus de battre le Honduras en voyant ce qu'il est capable de faire le Costa Rica. Dans quelques instants, nous sommes de retour, messieurs. Tiens, Mohamed au 32-16 qui veut nous parler de ce début de Coupe du Monde. Il estime que c'est la prime aux équipes qui ne calculent pas. On va l'accueillir dans quelques instants. On va revenir également sur l'info équipe de France. Ça veut rien dire. Ceux qui sont battus calculent pas plus. Hein. Ça veut dire quoi? Ça c'est comme quand le coach dit à son joueur, vas-y, réfléchis pas. Au contraire, réfléchis. Si vas-y, réfléchir, tu vas faire quoi? Tu vas marquer contre ton camp. Intégral RMC Brésil, France, Honduras, Gilbert Bribois. Qui l'emporte 3-0 ce soir à Porto Alegre. Benzema marque sur penalty. Le gardien hondurien Valladares marque contre son camp.
Et Karim Benzema marque à nouveau à la 72e, 3-0 score final. La Suisse a battu l'Équateur 2-1 dans ce même groupe. La France est première de sa poule après un match. Et coach Courbis c'est le retour. La Dream Team est mobilisée ce soir jusqu'à 2h du matin. Roland, rebonsoir. Salut à tous. Daniel Riolo nous rejoint également. Salut Daniel. Salut tout le monde. Tout à l'heure, Eric Dimeco sera là. Luis Fernandez également avec nous dans quelques minutes. Nous allons analyser le match dans le détail ensemble. Un after dans cette intégrale RMC Brésil pour revenir sur cette victoire 3-0 de l'équipe de France. Je le disais tout à l'heure, messieurs, on ne va pas bouder notre plaisir. La dernière fois qu'une équipe de France avait gagné en Coupe du Monde par 3 buts d'écart, c'était simplement France-Brésil en 98. Voilà, je vous le dis ça comme ça, tranquillement. Oui, et puis en 98, il y avait aussi le premier match. Exactement, face à l'Afrique du Sud. Écoute, moi je t'avoue que là je suis un peu perdu avec ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de dire. Et on parle du match ou on délire? Là je t'avoue que je comprends plus là. Mais on profite. Non mais d'accord, enfin bon, très bien, mais on va parler du match, on va faire quoi? Parce que s'il faut dire qu'on est champion du monde, on va le dire tout de suite et puis on n'en parle plus. Dans ces cas-là on parlera. Moi ma vision des choses, Gilbert, c'est que bon, souvent je m'exprime de cette façon-là, à savoir on prépare un match, nous aussi on le présente et après on pense à un certain match. Ben là j'ai vu exactement le match que je pensais voir avec une équipe de Honduras très moyenne. On m'a parlé d'agressivité, il fallait pas qu'ils se vexent quand on disait qu'ils étaient agressifs, parce qu'ils sont agressifs de façon stupide. Donc c'est une équipe moyenne qui n'a rien à voir dans les comparaisons qu'on faisait dans la journée avec le Costa Rica. Et donc on a vu aussi cet après-midi un match moyen entre la Suisse et l'Équateur, ce qui fait qu'en étant sérieux et en ne s'étant pas fait piéger, en ayant pris ce match au sérieux, on le gagne 3-0. Pas beaucoup de cartons jaunes, pas de blessés, des points quand même à discuter. Et notamment le rôle de Cabaye dans son rôle de numéro 6 ou de Mabouba, Giroud ou pas Giroud, Sakho que j'ai trouvé un petit peu moyen. Voilà, on peut parler de ça et déjà se projeter à un match pas seulement intéressant, à un match particulier qui est déjà un match décisif où en cas de victoire tu es déjà qualifié au soir de la Suisse. Donc ça c'est quand même aussi une très très bonne chose. En effet, on va prendre tout ça point par point. Tout à l'heure, la goal technologie. Tout à l'heure, les choix de Deschamps, le coaching. Effectivement, je m'enflamme. Effectivement, je l'admets, j'en fais un peu trop, Daniel. Mais enfin, tout de même, on a vécu tellement de compètes où le premier match était catastrophique que là, quand tu gagnes 3-0 ton premier match en Coupe du Monde, ça fait du bien quand même, ça soulage. Écoute, il fallait réussir les débuts, il fallait en gros que la logique sportive soit respectée. Le premier quart d'heure m'a surpris parce que tout ce qu'on disait sur le Honduras, on l'a pas constaté tout de suite. Le premier quart d'heure, ils étaient assez hauts. Ils ont joué plutôt bien avec le ballon, mais alors c'est marrant, ça n'a duré que pile 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, ils se sont repliés et le match est devenu exactement ce qu'on attendait. En gros, les Français se sont réveillés et puis ils ont réussi quand même à prendre le ballon, à faire parler leur supériorité naturelle. Mais c'est venu comme ça au bout d'un quart d'heure. Et après, le match a ressemblé à ce qu'on attendait. Ils ont commencé à mettre des coups. Il y a eu ce contact qui est un peu un tournant où on voit bien que ça joue à l'intox entre Pogba et Palacios. Ça aurait pu mal tourner sur un contact comme ça et c'est sur ce genre de contact-là. Pourquoi pas le match se transforme en cauchemar parce que c'est Pogba qui prend le rouge, tu vois. Je maintiens ce que je disais avant le match. Quand on se trompe, on le reconnaît. Malgré la victoire, au bout de 20 minutes, je regrettais l'absence de Giroud, autant par rapport à sa hauteur, au niveau de son jeu de tête, que par rapport à sa puissance athlétique. Il y avait besoin de muscles, il y avait besoin de points de fixation. Donc là, c'est un point, pour moi, qui reste un point gris. Démarrer avec ou Attends, ou c'est pas ça, je vais y Giroud. Revenir après parce qu'il faut que j'offre un fouet à Gilbert. Il y a un autre point que j'insiste depuis 4 ou 5 jours et je le regarde très attentivement parce que tu sais de quelle façon je parle de lui, c'est Pogba. Pogba, pour moi, est aussi talentueux qu'indiscipliné. Et Dieu sait qu'il est indiscipliné. Dieu sait qu'il est talentueux. Donc là, le Pogba de ce soir qui risque nerveux même, qui risque de se faire expulser, sincèrement, là il faut vite qu'il se canalise parce que
Pogba peut être pour notre équipe de France le plus ou le moins. Et tu dois bien comprendre qu'est-ce que j'ai envie de choisir. Je poursuis. En l'occurrence, il est dans cette lutte physique qui s'est installée au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Il est devenu le plus parce que c'est lui qui, dans cette espèce de lutte perso qu'il a engagée avec le meilleur joueur du Honduras, en plus Palacios, c'est lui qui a finalement chauffé un peu la tête de Palacios dans ce combat et qui a provoqué le carton. Penalty, carton rouge à la 42e. Gilbert, le match était fini. Moi, après, on peut sortir les plumes et se les mettre où tu veux. Il y a plus de match. C'est terminé. Il faut un miracle. Mais non, mais c'est fini. T'as 1-0. L'équipe de France met le pied sur le ballon. Elle est nettement meilleure à cette équipe du Honduras qui est quand même vraiment faible. Il faut s'en apercevoir. Maintenant, elle a été faible à 10 contre 11. C'est peut-être la plus faible qu'on ait vue depuis le début du mondial. Mais c'est normal qu'elle soit faible parce que d'abord, elle est faible naturellement, mais en plus, elle joue à 10 contre 11. C'est-à-dire, on peut te rétorquer du côté du Honduras. À 11 contre 11, on a fait 0-0. Je trouve que Valbuena a fait un super match. Je suis pas un fan inconditionnel du joueur à la base, loin s'en faut, mais je trouve que vraiment... Non, il fait un très bon match. Lui, Griezmann, qui a été... moi, j'aime bien la façon dont ils bougent tous les trois devant. Ça fonctionne bien. J'aime bien. Griezmann a un niveau peut-être un petit peu inférieur, mais en tout cas, je trouve que Valbuena, vraiment, c'était le détonateur. Il dézone beaucoup. En début de match, il a servi vraiment offensivement à démarrer toutes les actions. Au final, Benzema marque ses buts, mais Valbuena est vraiment très très important dans la construction. Tout partait de lui. À un moment donné, l'étincelle vraiment partait de lui. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Par contre, moi, je nuance quand même l'apport offensif de Matuidi. On a senti qu'offensivement, c'est pas ses qualités. Ouais, mais il est quand même, franchement, au milieu, il est très précieux. Le milieu fonctionne quand même pas mal, parce que Cabaye, qui recule beaucoup, arrive à quand même donner de bons ballons. C'est, je crois, le seul. Alors, je sais pas, on anticipe sur le débat que veut faire Roland, parce qu'il nous parle toujours de Mavouba, mais je suis désolé, Cabaye est le seul dans cette équipe de France à pouvoir jouer long et précis. Jouer long, c'est une chose, mais jouer long et précis. Messieurs, abordons ce dossier de la goal line technologie. Je rappelle ce qui s'est passé. Karim Benzema tire sur le poteau. Le ballon revient sur le gardien hondurien. Il rentre ou pas. La goal line technologie dit qu'il est rentré. Comment avez-vous vécu cet épisode, Roland et Daniel? C'est la première fois que cette affaire-là s'applique lors d'une grande compétition. Bien, tu sais, on a tellement parlé de ce sujet-là. Moi, c'est le seul cas où j'accepte la discussion, c'est le franchissement de la ligne, parce que c'est une phase arrêtée. Je l'ai dit plusieurs fois. Là, je constate. Alors, c'est drôle parce qu'au début, j'ai cru que ça allait pas marcher. Quand il y a eu le goal, no goal, j'ai dit oh merde, c'est pas vrai. Et puis finalement, en fait, c'était première phase avec j'ai le croisé les doigts parce qu'il est en train de nous en scoumonner là. Mais non, mais en plus, ça discutait et tout. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas en train de marcher. Après, ce que c'est ça qui est dingue, c'est que ça a provoqué encore plus de discussions que d'habitude, notamment sur les bancs de touche. Ce que je sais pas, c'est que est-ce que le but est validé sans ça? Est-ce que l'arbitre de touche a esquissé un geste? Comment ça s'est passé? On n'a pas le détail. C'est ça qu'on sait pas finalement. Il y a un truc étonnant, Roland. Moi, je te donne mon point de vue. S'il n'y a pas le truc, la technologie, comment on appelle? La goal technologie. Eh ben moi, je pense qu'il le refuse. Et ben voilà. De toute façon, peu importe, parce que finalement, le ballon est entré, donc c'est normal que ce soit validé. C'est très bien, on est content. Mais vous savez ce que vont dire les Honduriens? Là, on les attend. Ils vont dire quoi? Ils vont dire mais c'est fiable ce truc parce que pour nous le ballon n'est pas rentré. C'est ça qu'ils vont te dire. Non, mais après quand ils peuvent mentir aussi. Hein. Quand on va leur faire voir, ils vont voir qu'il est rentré. Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'à vitesse normale, sans ces moyens technologiques que ce soit, tac, l'arbitre, il ne l'accorde pas. Dans le doute, il s'abstient. Intégrale RMC Brésil, France-Honduras. Intégrale RMC Brésil, France-Honduras, Gilbert Bribois. Coach Courbis est là, Daniel Arioloya et Eric Dimeco nous rejoint. Eric, bonsoir. Salut coach, salut Daniel. Salut Eric. Ça va les gars? Eric au stade à Porto Alegre. Alors tiens, on a déjà eu l'avis général de Roland, celui de Daniel, on a entendu les joueurs. Bon, j'ai pas fini moi après. Hein. On peut rien finir, on est coupé tout le temps. Son coach, tu sais, coach, il a jamais fini. Il faut faire des afters de 5 heures, des intégrales. Non, j'étais en train de parler de... Bon, allez, vas-y. D'un mois, juste un mot d'Eric quand même avant que tu finisses. Évidemment. Eric, toi qui étais au stade, tu as assisté à un match viril et tu as vu une équipe de France qui a maîtrisé son sujet. On peut le résumer comme ça?
Ouais, c'était le match attendu par rapport à l'adversaire. On savait qu'ils allaient bien défendre, mettre des coups, imprimer des duels. Après, je sais pas ce que vous avez dit, donc j'ai pas entendu. Ça me permet d'être peut-être un peu plus neutre, mais ouais, sur la première mi-temps, on peut rester sur sa fin. Il y a eu un gros temps fort en plein milieu de première mi-temps où l'équipe de France aurait pu ouvrir le score en jouant un peu mieux. Là, les situations dans les couloirs de centre, là où il y a eu beaucoup de mauvais choix. Le début de match un peu timide, bon, ça peut être normal. Bon, mais après il faut malgré tout ce penalty avec cette expulsion pour débrider le match. Voilà. Après, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on peut dire, à part qu'ils ont fait le boulot, c'est jamais évident. C'est pas à Roland que je vais dire ça. C'est un peu sur le cheval de bataille. Pas évident de jouer à 10 contre 11. Ils ont montré en tout cas qu'ils avaient notamment dans les couloirs. J'ai vu des combinaisons intéressantes. Et puis surtout, le gros point fort du jour, c'est Karim Benzema. On attend beaucoup de lui. Il met des buts, il met des beaux buts. Ça va le mettre en confiance. Et on aura besoin d'un grand Benzema pour aller loin, quoi qu'il arrive. Alors, coach, tu voulais finir sur la goal line technology. Et Eric pourra réagir lui aussi. Moi j'ai des trucs très importants à dire sur le sujet. Justement, je voulais terminer là-dessus. On l'a pas vu rentrer celui-là. Voilà, je voulais terminer. Donc c'est bien la preuve que la vidéo ne sert à rien. Mais non, c'est là qu'ils se trompent. C'est là que vous vous trompez pas. C'est là que vous comprenez rien. Alors attendez, les uns après les autres. La goal technologie peut être utile quand elle est fiable à 100%, mais la vidéo contredit la goal technologie. C'est bien la preuve que la vidéo ne sert à rien. Mais non, parce que si justement un jour il y a la vidéo qui ne peut pas se prononcer, et bien là, à ce moment-là, on laissera se prononcer l'arbitre. Au lieu de dire la vidéo servira à rien sur un coup qui se passe, un coup sur ça, il faut, je pense, dire si même la vidéo sur cette affaire-là n'a pas vu le but rentrer ou pas rentrer, et bien on laisse faire l'arbitre. La pire des choses, laisse-moi terminer. La vidéo ne te donne jamais un avis. Mais non. Elle ne te donne jamais une certitude. Aujourd'hui, elle se discutera toujours. Aujourd'hui, puisque c'est un ralenti. Daniel, alors je vais te donner simplement un exemple. Sinon, on va parler 2 heures et tu sauras pas me faire changer d'avis. Je te donne un seul exemple. Il y a un but de la main. Tout le monde l'a vu, mais l'arbitre, non, il n'a pas vu. La vidéo, paf, donne le but de la main, on refuse. Il y a un but de la main, on n'est pas sûr que ce soit un but de la main, parce que la vidéo ne le voit pas, elle est cachée, elle est mal placée. Eh bien, on laisse l'arbitre. Ce qui m'emmerderait, moi, c'est de voir le but de la main et qu'il ne soit pas refusé. Si on le voit pas, on le voit pas. Je vais t'en donner un autre exemple. Daniel, s'il te plaît, Eric peut pas rester avec nous pendant très longtemps, donc j'aimerais quand même qu'on profite de sa présence. Je termine sur un truc qui me paraît important, plus que la vidéo, c'est l'arbitrage de cet arbitre. Et Dieu sait que depuis le début de ce mondial, mis à part, le Brésil qui a peut-être été un petit peu avantagé, mais les arbitres laissent jouer. Ils sont bons, et je les trouve très très bons. Et ce qui se passe cet après-midi, il faut le signaler parce qu'on est suffisamment sévère avec les arbitres. On est à la 90e minute. Ouais, bien, c'est très bien vu. L'Équateur qui doit marquer ne marque pas parce que l'attaquant hésite, on est un partout en Coupe du Monde, premier match. Contre-attaque, faute grossière et grotesque dans le rond central. 99 arbitres sur 100 sifflent. Celui-là, il laisse jouer et il y a but pour la Suisse. Et le mec ne tombe pas, le mec va au bout, il se relève et il joue, c'est ça qu'il faut souligner aussi. Mais avant qu'il se relève et qu'il joue, il y a déjà eu dans les autres arbitrages 9 fois sur 10. Coup franc, carton jaune. Là, il laisse jouer. C'est grâce à ça qu'il y a le but. Et la Suisse marque. Eh bien, écoute, bravo. On est suffisamment sévère pour dire aujourd'hui, pour moi, c'est la journée de l'arbitrage. Vidéo, pas vidéo, et l'arbitrage humain de cet après-midi. Coup de sifflet final et victoire finale de l'Italie. 2 buts à 1, but de Marchisio et Balotelli contre un but de Sturridge pour les Anglais. Merci Loïc, bonne fin de soirée à toi. Daniel, plus de maîtrise côté italien, on peut résumer comme ça? Oui, certainement. Il y a beaucoup, le milieu de terrain a fonctionné, mais à la limite c'est presque plus le manque de jeu, de créativité des Anglais que je souligne, parce que ce qu'a fait l'Italie là, on s'y attendait. Je pense que cette équipe peut être encore meilleure, avec notamment en défense. Il y a des modifications qui peuvent être apportées parce qu'il manque du monde, notamment si l'arrière gauche revient, que Chiellini se remet dans l'axe ou que Bonucci joue, il y aura plus d'assurance qu'avec Paletta qui est un peu inexpérimenté. Le milieu, il va falloir trouver la solution parce que là, Verratti, ça n'a pas fonctionné. Donc avec 1 ou 2 modifs, l'Italie peut être encore meilleure, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on les attend quand même au 2e tour.
Et effectivement, oui, plus de maîtrise parce qu'il y a plus de technique dans cette équipe, plus de jeu. Ouais, c'est normal. C'est pas surprenant de voir l'Italie battre l'Angleterre. L'Angleterre bat jamais l'Italie. Donc bon. Oui, c'est vrai. Merci Daniel. À bientôt. Allez, à bientôt. Bonne soirée à toi. Bonne nuit même, parce que là, il est 1h55. Je pense que c'est l'heure, Daniel, d'aller dormir. Thierry Cros, pour lui aussi, il est 1h55 et lui aussi a veillé en Italie. Salut Thierry. Salut Jean-Louis. Thierry. Quel beau match. Quel beau match. C'est vrai. Super beau match. Ouais. Attends, juste Thierry, on accueille Philippe Auclair également qui est avec nous. Salut Philippe. Bonsoir les amis. Bon alors Thierry, tu nous disais, très beau match. Ouais, et puis bon, en partie d'accord avec ce que vient de dire Daniel. C'est vrai que le point faible de cette équipe d'Italie ce soir, ça a été Paletta en défense centrale, et heureusement parce que les Anglais ont quand même été très très dangereux sur les phases offensives. Mais c'est vrai que de manière générale, cette équipe d'Italie a bien maîtrisé son jeu. Le milieu de terrain à 5 a bien marché. Je suis pas trop d'accord avec Daniel sur Verratti. Moi, je trouve qu'il a été très complémentaire de Pirlo. Il a permis à Pirlo d'être beaucoup plus libre et d'avoir beaucoup plus de possibilités de jouer le match à fond, alors que physiquement il a quand même les années passent, donc Pirlo ne pouvait pas faire tout le boulot. Donc je pense que ça a plutôt bien marché. Excellent de Balotelli, et puis surtout excellentissime Darmian sur le côté droit. Ça a vraiment été la grosse révélation de ce match. Grosso modo, je pense qu'il y a beaucoup de satisfaction du côté de Prandelli. Le manque de créativité des Anglais, c'est ce qu'on s'est dit pendant. Alors là, pas du tout. Alors là, au contraire, non. Alors là, franchement, là, je suis ébahi d'entendre parler d'un manque de créativité des Anglais, dans la mesure où j'ai pas vu une équipe d'Angleterre aussi créative depuis 1998 en ce qui me concerne. Et je vois, c'est très très bizarre le sentiment ce soir en Angleterre. C'est le fait que il y a une défaite, mais en même temps que tu sens qu'il y a un vrai élan derrière l'équipe. Que tu sens qu'il y a cette jeunesse qui a parlé, le nombre d'occasions qu'elle s'est créées, le jeu qu'elle a développé. Les problèmes ont été ailleurs, et les problèmes, je pense qu'on va beaucoup parler de la performance de Wayne Rooney, en particulier en Angleterre demain matin, dans la mesure où il n'a pas été ce qu'on attendait de lui, et que ce sont les jeunes, une fois de plus, qui sont montrés à leur avantage dans cette équipe. Je pense pas, non, franchement, manque de créativité. Donc, je pense qu'il y a un manque de solidité défensive à certains points de vue, manque de couverture. Le fait qu'au milieu de terrain, le milieu à 5 des Italiens a par moment étouffé celui des Anglais, qui était quand même très très léger. Un manque de couverture défensive également sur le flanc gauche. Une très belle équipe d'Italie, mais après avoir vu les deux matchs de groupe cet après-midi, je n'espère qu'une chose, et je vous m'excuse d'être un peu chauvin, c'est que ce sont ces deux équipes qu'on a vues ce soir en toute fin de soirée qui sortent du groupe, parce qu'elles nous ont donné, c'était absolument magnifique, mais absolument magnifique. C'est vrai que c'était un très beau match. Intégrale RMC Brésil, Gilbert Bribois. Nous sommes là jusqu'à 2h du matin, vous le savez, l'intégrale RMC Brésil, c'est comme ça pendant la Coupe du Monde en direct de Copacabana, ici où il fait nuit à 18h04, comme à Paris, à 23h04. Ali Benarbia est là, Daniel Riolo est de retour. Messieurs, parlons un peu de l'Argentine, parce que c'était la nuit dernière. Ah oui, c'était la donc nuit dernière. 2-1 au Maracana, Messi qui marque, mais l'Argentine qui n'a pas convaincu. Rappelons que la Bosnie... Ça dépend, je te trouve un peu dur là. Non, écoute, moi je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais à une production un peu différente. Et puis après, il y a les choix de Sabella qui sont à... Non, mais je l'ai regardé. Après, il y a Sabella qui a changé d'équipe. Je pense... Oui, mais alors attendez, vous serez quand même d'accord pour dire que entre la première et la seconde période, il y a une vraie différence. Bah oui, changement d'équipe. Ah ouais, donc c'est assez difficile de dire je m'attendais à mieux ou je m'attendais à pire, ou de porter un jugement, sachant qu'on a vu vraiment deux formations différentes. Que la première période, j'étais là, moi, on était avec Jean-Louis hier soir, on était tous très déçus, mais que la seconde période, et là on a vu que Sabella a les hommes. Maintenant, il va falloir qu'il trouve la bonne formule, parce que l'équipe, il a des très bons joueurs dans toutes les lignes. Mais le mec, quand même, déjà, c'est bien, c'est qu'il s'entête pas. Il démarre avec 3-5-2, 5-3-2. Enfin bon, on sait bien comment est ce système-là. Qu'il change tout. Dès la 46e, il fait rentrer Higuaín et Gago. Et que Gago, c'est quand même un formidable joueur, et que quand il est au milieu, ça change quand même tout. Qu'il fait un brin reculer Messi, enfin bref, dans le cœur du jeu, et que ça fait toute la différence. Parce qu'il y a une très belle entente entre lui et Higuaín, qui, moi, j'ai toujours pensé est un très bon joueur. Qui est l'avancement pour moi de la sélection? Pour moi. Ouais. Moi, ce qui m'a un petit peu surpris, déjà, d'entrée, j'en parlais avec Daniel, c'est l'attitude de Messi dès le début du match.
à vouloir faire la différence seul, pratiquement se retourner et dire qu'est-ce que je fous là avec vous, vous y arrivez pas, attendez. Il a fait ça 3-4 ballons d'affilée qu'il a bien perdu face aux Bosniaques comme bien défendu, à se trouver un petit peu ridicule à la rigueur pour un grand joueur comme lui. Et la deuxième chose, donner les clés au milieu à un Mascherano qui habituellement joue toujours défenseur central à Barcelone et qui n'arrivait même plus à faire un décalage juste sur une passe de plein du pied. En deuxième mi-temps, lui aussi a été beaucoup mieux. Je parle, Daniel. Non, mais je parle en première mi-temps. Oui, mais ils ont tous été mieux dans un autre système. Non, mais c'est là que tu parles de Gago. J'aime bien que Mascherano à la rigueur reste à son poste de chien aboyeur qui récupère le ballon, qui donne à Gago et que et que lui fasse le jeu. Gago. Et là, par contre, qui garde un vrai avant-centre qui reste devant le but, style très aigué. Et là, alors lequel? Higuaín. Non, c'est Higuaín. C'est le seul avant-centre argentin. Après que tu fasses tourner Agüero, un Di Maria sur le côté qui met le feu. Et Messi qui profite, là tu mets le feu. Là tu mets vraiment le feu. Et Messi d'ailleurs, qui effectivement, je trouve, t'as raison Alice, s'est entêté dans ce rôle de je suis le libérateur, un jour je serai Maradona moi aussi. Sur la seconde période, lui aussi était bien mieux, même s'il a continué un peu à gâcher trop de ballons où on se dit mais tu donnes-la facilement plutôt. À l'arrivée, il met quand même un vrai super but. Mais ça, il est capable de le faire même à mettre 4, ça. Mais s'il joue, s'il part dans la tête collective. S'il en met 4, t'inquiète, ils vont aller loin l'Argentine. Non, mais je parle dans des matchs comme ça. Il aura des matchs plus durs, mais il a cette capacité, quand il joue collectivement, à trouver les failles et faire la différence. Bien sûr, Intégrale RMC Brésil, Allemagne, Portugal. Match replay. On l'a frappé le but. Le triplé de Thomas Müller. RMC Match Replay. Bonsoir à tous, l'intégrale de RMC Brésil continue jusqu'à 2h du matin. Ils sont également présents avec nous ce soir. Polo Breitner, le spécialiste de l'Allemagne au sud de Niederbronn. Salut Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Et Nicolas Villas, l'homme qui sait tout du Portugal. Nicolas, bonsoir. On va vivre quand même. 32-16, hashtag RMC Live. On vous attend nombreux. Tiens, sur le hashtag RMC Live, des milliers de retweets de cette fameuse photo de Meireles qui montre ses index dans le dos de l'arbitre. Alors comment faut-il la Ses index ou ses majeurs? Ah non, ses index. Mais peut-être que l'index au Portugal a la même signification que le majeur index, en France. Nico. Non mais vous croyez vraiment que c'est le tiers-monde, c'est-à-dire là-bas il n'y a pas des routes, on roule pas sur des routes, tu vois, on se balade en calèche et on met le majeur. Voilà, c'est pas les mêmes palos, c'est 4-0 qu'il faut faire tomber. Un doigt d'honneur, c'est un doigt d'honneur, c'est pas c'est enfin ceci dit, il y a beaucoup de choses à dire sur le comportement des Portugais dans ce match-là, il y a beaucoup de choses à dire. On va le faire, mais je sais que comme d'habitude ça tweete pas mal, ça bosse pas mal, notamment sur les décisions arbitrales. On en a souvent parlé ici, mais les Portugais sont souvent un peu dans la parano quand même avec l'arbitrage. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a ce penalty peut-être qui a pas été sifflé. Bon, c'était à 3-0, mais bon, enfin voilà, sur l'exclusion de Pep. C'est sûr que là ça change absolument tout là. Non mais disons pour la différence de but, c'est sûr que sur un match comme ça là, si on démarre, je sais que là ça devient on est au-delà de la mode à parler des décisions d'arbitre, ce qui m'horripile de plus en plus. Alors là, démarrer là-dessus, alors qu'on a vu quand même en tout cas sur la première période, un très bon match et une très belle démonstration allemande, qui n'en est que ses petits débuts, parce que pour elle c'est juste une mise en bouche, un apéritif de battre le Portugal. Je pense qu'il y a un peu plus à dire quand même. Ah ben justement, tiens coach, est-ce que tu as été impressionné par la démonstration allemande? Disons que j'attendais avec impatience de voir cette équipe lors de son premier match. Le hasard a fait que c'était quand même déjà contre une autre grosse équipe portugaise. Je pensais jamais à autant de différence. Mais après la différence, elle se fait rapidement et bêtement. L'expulsion de Pepe, qui est pour moi le coup de massue, sur le coup de massue qu'a déjà le Portugal à ce moment-là. Après, je peux plus analyser. J'attends maintenant avec impatience le deuxième match pour voir confirmation ou pas des Allemands et voir un nouveau visage du Portugal sans ce Pépé là qui vraiment n'a pas. Ouais, mais logiquement c'est quand même un joueur important de l'équipe. Mais avant ces événements, je veux dire ok très bien, l'Allemagne fait la différence très vite, le match tourne en sa faveur et elle fait tout pour que ça tourne en sa faveur. Mais enfin rapidement on comprend bien que de toute façon la maîtrise, la fluidité, le collectif c'est de son côté et que le Portugal va rien pouvoir faire d'autre que tenter de miser sur la vitesse de Cristiano et de son adjoint de l'autre côté qui est plus tellement brillant.
hallucinant d'ailleurs. On se demande même s'il a encore la vitesse. Nani. Voilà. Après que le Portugal soit pauvre, je veux bien, mais il a été poussé dans le caniveau par l'Allemagne pour qu'il soit encore plus pauvre, parce que ça reste quand même une sélection, même si Nico, tu nous en parleras, on l'a fait peut-être un peu plus grosse qu'elle n'est, mais je crois que l'Allemagne a parfaitement maîtrisé son premier match. Ça c'est sûr. Voilà. Moi je pense vraiment qu'on a une image idéalisée du Portugal. On en avait souvent parlé ici déjà en phase de qualif. Je suis pas de nature optimiste avec le Portugal. C'est même pas que je sois exigeant, mais je dirais plutôt réaliste. Cette équipe il y a 2 ans, elle s'est qualifiée à l'Euro au barrage. Déjà, ça avait été compliqué. Elle se qualifie au Mondial encore une fois au barrage. Il n'y a pas de véritable changement au sein de cette équipe. Et puis surtout, quand vous regardez le 11 de départ, ok, c'est des jolis noms. Il y a 2 ans, ils étaient pas mal. Il y a 4 ans, ils étaient encore meilleurs ces joueurs-là. Mais regardez où évoluent ces joueurs et surtout regardez combien de matchs ils ont effectués cette saison. Quelle a été leur fraîcheur physique? Cristiano Ronaldo, au final, c'était celui qui tirait véritablement cette équipe vers le haut. Sauf que Cristiano Ronaldo, dans quel état physique il était ces dernières semaines? Et ça, c'était le gros problème. Je pense que lui, il a eu beau dire que il a essayé dans son message, je ne suis qu'à 100%. Voilà. Il a eu beau dans son message d'essayer de rassurer tout le monde, et à commencer par ses coéquipiers. Il le voyait bien que sa com, elle était beaucoup plus optimiste que d'habitude. Hier, il te balance quand même une phrase. Il te dit, cette année, ce sera l'année du Portugal. À la veille d'un match face à l'Allemagne, on disait que les Allemands étaient trop sur 2. Lui te dit, je vais être à 100%. Être trop sur 2 pour les Allemands, c'est un compliment. C'est une qualité, pour eux c'est normal. Certes, mais c'est vrai que cette équipe, par exemple Pep, alors c'est facile de le dire maintenant qu'ils ont perdu, mais Pep, pareil, il a fait aucun match de préparation, il n'était pas là en finale de Ligue des Champions, il le met titulaire face au pire adversaire du groupe, il l'expose, et en plus, alors c'est un joueur qui est nerveux, il y a en plus aussi, bien que ce soit un joueur d'expérience, une dimension émotionnelle, il joue dans son pays natal, Pep, c'est le genre de choses qui compte. Regardez Diego Costa, il aurait très bien pu prendre un rouge face aux Pays-Bas. Mais évacuons tout de suite cette histoire de carton rouge là. Quel est votre point de vue à vous? Est-ce que finalement ça aurait pas pu faire un jaune pour les 2 joueurs, parce que Müller il a quand même largement exagéré l'affaire, l'autre fait n'importe quoi, ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que, juste en un mot pour que vous me donniez votre point de vue? Il y a 1000 fois rouge, il y a 1000 fois rouge, et Pep est un idiot, voilà, c'est tout. Il y a même pas de débat, je comprends même pas qu'on débatte de ça, quoi. Eh ben on le fait quand même. Nicolas? Ouais, moi je suis d'accord. Alors déjà d'une, parce que alors on dit que Müller en rajoute, mais au final Müller joue bien le coup. Je pense que si ça avait été un joueur portugais dans l'autre sens, ou d'ailleurs de n'importe quel autre pays, il aurait fait de même. Mais c'est que il y a cette tendance en ce moment de vouloir jouer avec les coudes et avec les mains. Non seulement il met la main dans le nez de Müller, qui en rajoute un peu derrière, ok, mais derrière surtout, qu'est-ce qu'il a besoin d'aller mettre, même si c'est petit, d'aller mettre ce petit coup de boule au joueur? Et en plus il le fait devant l'arbitre. Tu le vois d'ailleurs face caméra, l'arbitre il est juste devant. Enfin donc c'est inutile. Ça se discute c'est vraiment. Inutile. Il s'expose à être exclu. On est obligé de débattre de tout. Il y a carton rouge 1000 fois, quoi. Roland, ton point de vue? Peut-être pas 1000 fois, mais il y a le rouge. Il suffit qu'il y soit 100 fois, ça va aller. Une fois suffit. Coach? Difficile à dire. Mais bon. Bon, d'accord. Ouais, non, voilà. Non, mais le carton rouge, tu vois bien, l'autre, il lui met d'abord une gifle et ensuite il vient lui mettre un coup de boule. Sur un truc comme ça, qu'est-ce que tu veux que je commente? Il peut prendre 6 mois ferme. Voilà, on est d'accord. Si tu veux, l'erreur et après la bêtise. Ça fait 2 cartons rouges, il faudrait 2 rouges avec 2 couleurs différentes. Les 6 mois fermes, c'est l'entraîneur que tu es qui lui donnerait pour autant de bêtises affichées. Et pour ne plus avoir, je te comprends. Pour ne plus avoir à le voir, tu vois. Moi, j'en reviens même pas qu'on puisse, à moins d'être un supporter totalement aveugle, je vois même pas comment on peut discuter de ce fait de jeu. Un tweet de Jérôme qui nous dit, en fait, Pépé est aussi talentueux que Pep. Pépé, ça m'énerve. Pépé le Pep, je fais comme je veux. Polo, tu t'appelles bien Polo, hein? Oui. Polo. Tu veux dire un mot là-dessus? Non, enfin, je suis comme Daniel à ce niveau-là. De toute façon, l'évolution du football aussi fait que dès que tu touches quelqu'un aujourd'hui, t'es expulsé. Donc là, il lui met quand même une vraie claque et il vient lui coller le front sur le front. C'est pas méchant non plus. Évidemment, Müller joue très bien le jeu. D'ailleurs, s'il est en train d'évoluer de plus en plus comme ça. Mais non, mais moi, je discute même pas d'une décision comme ça. Au début de cette Coupe du Monde, moi je misais très tranquillement sur l'Allemagne première du groupe. Le Portugal en lutte pour la deuxième, et je pense que c'est encore possible qu'il l'accroche, même si avec ce que tu viens de dire, avec les blessures, les joueurs pas en forme et la défense centrale qui va être remaniée. C'est peut-être un mal pour un bien. J'attends juste de voir Ghana États-Unis pour c'est toujours bien de savoir ce que valent les équipes en compétition plutôt que de se faire des idées qui ne sont pas justes. On va attendre. Maintenant, on pourrait parler de l'Allemagne qui a été, en tout cas moi qui m'a impressionné, même si je répète, pour elle, ça n'est qu'un apéritif, parce que son but est évidemment d'aller au bout et qu'on peut pas l'imaginer hors dernier carré.
Voilà, d'ailleurs Polo qui n'a mangé que donc quelques petites pistaches. Polo pour lui c'est 3-4 cacahuètes. À la mi-temps c'était réglé. On va venir vers Polo dans quelques instants. Bon, l'Allemagne justement, Polo, Daniel parlait d'apéritif, est-ce que tu le prends comme ça ou est-ce que c'est le problème, un peu exagéré? Non, c'est pas ça. Moi je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Le problème c'est qu'en France, si on dit que pour les Allemands c'est un apéritif, on considère ça comme le quoi les Allemands ont la grosse tête. En fait, culturellement, ça arrive souvent, c'est-à-dire que il faut respecter le Portugal, moi je le trouve personnellement c'est une superbe génération, mais qui est peut-être un peu qui est sur la fin, Et ce qui est important, c'est l'évolution de ces deux équipes en 2 ans, puisque n'oublions pas que c'était le premier match de l'Euro 2012 entre l'Allemagne et le Portugal. C'était une victoire un peu plus compliquée que pour l'Allemagne, 1-0. Une fois qu'ils avaient mené 1-0, les Portugais avaient joué, c'était un petit peu plus compliqué. Là, il n'y a pas eu vraiment de match. Et surtout, ce qui m'a intéressé dans l'Allemagne, c'est qu'ils ont 4 ans de plus évidemment que ceux de la Coupe du Monde 2010. Ça se sent parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils ont mieux géré les moments importants que le Portugal, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé en fait les faiblesses du Portugal, c'est-à-dire le penalty, PP, des choses comme ça, et qu'ils ont une maturité peut-être, en tout cas j'avais pas décelé avant, et que je trouve intéressante. Je trouve ça d'autant plus intéressant que Joachim Löw nous a sorti une composition de son chapeau, encore une, c'est-à-dire personne l'attendait, une forme de 4-3-3 avec Özil sur la droite. C'est un petit peu bizarre parce que quand tu savais qu'il y avait Ronaldo quand même, Boateng et Özil pour contrer Ronaldo, ça paraissait un petit peu compliqué, mais en fait il y a que des points positifs à tirer de cette confrontation, et tu sens pourtant qu'elle peut aller beaucoup plus haut cette équipe. Il y a des phases de jeu qui m'ont pas forcément plu. Götze par exemple, qu'on a beaucoup vu bouger, dans la dernière passe, a pas forcément fait tout ce qu'il fallait. Évidemment, le point positif c'est Müller, un triplé, rappelons qu'il a été le meilleur buteur de 2010, et donc à 24 ans, il est peut-être le moins technique, en tout cas sur le terrain des joueurs allemands. Mais Polo, le truc qui se passe en fait, c'est que bon, effectivement, moi je suis d'accord, t'es pas surpris de ce qui se passe, l'Allemagne, mais alors on se retrouve toujours un peu face au cas de figure suivant, qui est de constater que vous avez un sélectionneur qui tente des choses, même très surprenante quand même, parce que 4 défenseurs, t'as pas de latéraux, c'est quand même assez étonnant. Là, donc ça ressemblait effectivement à un 4-3-3, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai bien aimé le milieu, parce que moi j'adore quand Toni Kroos est là. De toute façon, je suis content parce que j'adore ce joueur. Mais effectivement, après, vous, ce que vous allez dire, c'est, mais nous, de toute façon, savoir si ça marche avec Özil à droite, si ça marche avec 4 défenseurs centraux étalés, ça, on doit le voir plus tard. C'est plus tard. En gros, c'est plus tard qu'on le saura. En fait, les Allemands, et que là, on sait rien, et que vous savez rien, et que de toute façon, c'est naturel pour vous de les gagner. Premières impressions sont bonnes. Elles sont bonnes, mais après, qu'est-ce que ça devient quand tu... Le problème, c'est que l'Allemagne, il tombe que contre des gros. Les dernières compètes, c'est Espagne 2 fois et une fois Italie dans un match qui en plus aurait pu tourner différemment, parce que dans les premières minutes, l'Allemagne a des grosses occasions. Mais c'est en fait ça, ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, le sentiment que j'ai eu sur ce début de compétition et ce match contre le Portugal, c'est que l'Allemagne a répondu à l'Italie. L'Italie, m'a impressionné d'une façon samedi contre l'Angleterre. Moi je vois ce que je vois de l'Allemagne là m'impressionne plus, ça va plus vite. Ça va plus vite, mais attention, quand l'Italie a appuyé sur l'accélérateur, les Anglais étaient plus là, et je suis pas sûr, et les Allemands savent pas. L'Allemagne, pour moi l'Allemagne ça va plus, l'Italie maîtrise effectivement. J'ai vu une stat là qui veut dire ce qu'on a envie de lui faire dire, qu'au niveau ils ont battu le record du monde en Coupe du Monde dans une compétition de passes réussies. Tout le monde s'extasie là-dessus. J'avoue que j'avais pas fait gaffe en regardant, mais je trouve que c'est une maîtrise qui est assez lente. Alors peut-être que le climat faisait que il fallait s'adapter, il fallait beaucoup se passer la balle et faire tourner. Mais l'Allemagne là m'impressionne plus dans sa vitesse, ses qualités de transfert. À un moment, ils ont remonté le ballon de leur surface et se retrouvaient de l'autre côté en 3 passes. C'était formidable. Qui m'ont échappé complètement. Maintenant que tu me le dis, c'est tout simplement aussi dû aux qualités. Mais dû aussi à 5 milieux de terrain qui, justement, dans la construction, et qui sont techniques, se font beaucoup de passes. Et qui sont pas forcément les titulaires normalement. C'est-à-dire que Götze titulaire ce soir, en fin d'après-midi, c'est quand même une énorme surprise. C'est-à-dire c'est Podolski qu'on attendait. Özil, on attendait pas. Mais t'es d'accord que c'est mieux que ce soit Götze quand même que Podolski. Moi, encore une fois, je suis sur la même ligne que toi. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si les Allemands ont prouvé qu'ils étaient capables de battre le Brésil, l'Italie, l'Argentine, le Portugal. A priori, Götze, moi je trouve Götze meilleur que Podolski quand même. C'est pas pareil. Il a pas fait une bonne saison. Podolski, il était dans un bon cycle. C'est le grand gagnant des matchs de préparation d'ailleurs. Ah ouais. Mais tu sais, normalement, ça aurait dû être Marco Reus, quoi. Le grand absent, et d'ailleurs, c'est une fois de plus la grande leçon du football allemand, c'est qu'il y a des absents, il y en a beaucoup,
Ils sont évidemment moins médiatisés que d'autres pays ou d'autres personnes. Mais parce que vous avez plus de bons joueurs. Mais il y a une densité qui est énorme et c'est un message que j'essaie de vous faire passer. Parce que s'ils étaient là, tes titulaires, enfin c'était tes joueurs, les joueurs dont tu parles, on sait même pas qui serait titulaire tellement il y en a. Et finalement t'as eu Hulk Hogan au milieu là qui est pas là, qui est un super joueur. Russ qui est pas là. Il y a Schweinsteiger qui est blessé pour l'instant. Schweinsteiger qui est sur le banc. Mais oui, mais c'est parce que vous avez un énorme réservoir. Il y a les trois arrière gauche, Schmelzer, Janssen et Aogo qui sont pas là non plus. Il y a Jean-Éric Dombe qu'on attendait. Et là nous met Bénédicte Vedes au poste d'arrière gauche, qui est quand même un défenseur central et qui peut être décalé à droite. Donc tout ça fait que il y a encore beaucoup. Ça va, il avait face à lui Nani qui avance plus. Ouais, c'est vrai. Intégrale RMC Brésil, Gilbert Bribois. Et l'intégrale RMC Brésil continue jusqu'à 2h du matin sur RMC. Et là, j'accueille dans notre studio de Copacabana. Il est là, après avoir sillonné le Brésil de bout en bout. Eric Dimeco. Eric, bonjour, bonsoir. Salut Gilbert, bonsoir à tous. T'as vu comme on est bien là, à Copacabana? Ah ouais, ça fait plaisir de revenir, de voir des têtes connues, de voir du monde. C'est quand même un peu vadrouille. Tu nous raconteras un peu où t'es allé, parce que tu t'es baladé. Sao Paulo, Porto Alegre. Bon, ça va, c'est pas non plus la campagne. Non, mais bon, Porto Alegre, il faisait pas beau. Mon pauvre chéri. Ouais. Coach Courbis, c'est là également. Salut Roland. Salut les amis, salut à tous. Salut coach, salut Roland. Pour revenir sur la victoire de la Belgique face à l'Algérie, Ali Benarbia a poussé un coup de gueule tout à l'heure. Il estime que la défaite de l'Algérie est imputable en grande partie à la tactique mise en place par Vahid Halilhodži, qu'on aurait pu faire mieux, on aurait dû jouer, dit Ali. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Eric ou Roland? D'abord, Roland. Disons que c'est vrai, on voit une Algérie un petit peu timide. Mais de l'autre côté, en première mi-temps, on était en train de se poser la question suivante. Est-ce que c'est pas la formule idéale pour les Algériens qui ont quand même une équipe avec des qualités et aussi pas mal de défauts? C'est sûr qu'après, cette équipe belge avec ces 3 changements, si on regarde ce qui s'est passé à la mi-temps dans les 2 cas, les Belges gagnent leur match. Alors attends, Roland, je te coupe. Et les Algériens, je suis désolé, mais ils perdent le leur avec beaucoup de regrets. Alors revenons sur ce que vient de dire Vahid. Il nous l'a joué un peu parano, non, Eric, là, le coup de la petite équipe, problème d'arbitrage. Je sais pas, Roland, tu vois faute sur Facebook? Oui, bon, je vois ce qu'il veut dire sur l'action d'avant, puisqu'on pensait justement qu'il pouvait y avoir une faute qui aurait donné, non pas qui aurait supprimé la contre-attaque, mais qui aurait peut-être donné un coup franc dangereux aux Algériens. Par contre, ça c'est un fait de jeu, je dirais comme il y a malheureusement dans tous les matchs. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est que cette équipe d'Algérie n'a pratiquement jamais fait peur aux Belges. Ah oui. Donc là, quand on parle d'inefficacité, c'est pas inefficacité, c'est une équipe d'Algérie impuissante. Déjà, tu peux être dangereux. Si on regarde, et là j'ai terminé l'analyse, mais le kiné peut jouer à la place du gardien belge. Je me rappelle pas lui avoir vu, ou alors vous rappelez-moi un arrêt. Ils ont zéro occasion. Voilà, ils ont zéro occasion, les Algériens. Derrière ça, que tu veux espérer? Un nul. Allez, on va se dire à quelques minutes près, il y avait un nul, et c'est dommage. Oui, ok, c'est dommage, mais moi je suis pas seulement déçu par la défaite, je suis déçu par la défaite et par l'impuissance algérienne sur cette deuxième période notamment. Ouais, mais il y a le scénario du match aussi qui, le fait d'ouvrir le score, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont pensé plus à gérer qu'à jouer. Et après, quand tu regardes ces 2 buts, alors faute, pas faute sur Fegouli, à la limite, le débat est pas là. C'est que tu peux pas prendre un but de 70 mètres sur une action comme ça à la fin du match, quand malgré tout tu obtiens un bon résultat, qui est pas de couverture, qui est pas, ou alors une faute sur Eden Hazard sur sa prise de balle, tu vois, ou, enfin, je veux dire, c'est quand même. Et puis le but de Fellaini, quand il faut le regarder au ralenti, celui qui est au marquage, il a juste à s'arrêter ou à faire 1 mètre en avant pour le mettre hors jeu. Et c'est fini l'action, parce que moi je veux bien la tactique, pas la tactique, le machin, pas. Mais des fois, il suffit qu'un défenseur soit juste un petit peu intelligent, il fait 1 mètre pour mettre un garçon hors jeu, et d'un coup le résultat c'est plus le même. En l'occurrence, qui court. Ouais, voilà. Donc il y a ça, et puis surtout le compte de 70 mètres à la fin du match. Voilà. Alors après le manque d'ambition des Algériens, et je comprends ce qu'Ali a voulu dire, puisqu'il était déçu. Voilà, Ali lui a envie de voir son équipe jouer. Est-ce qu'ils en sont capables? Sur le match de ce soir, on peut dire que non, mais de notre côté, quand ils se retrouvent 1-0
à la mi-temps. Ils pensent avoir trouvé la bonne solution. Chaque minute qui va s'écouler, c'est une minute qui nous rapproche de la victoire. Mais bon, on rencontre les Belges et attention, cette équipe belge qui est quand même une bonne équipe, les 3 changements et les trois qui sont rentrés, là, ça par contre, ça fait mal. Hein. Il y avait des choix d'ailleurs, on pourra les commenter. Il y avait des choix étonnants de Wilmots. Laisser Fellaini sur le banc, par exemple, c'était pas du tout attendu. Il a fait lui aussi de vrais choix. Il a pas mis Miralas non plus pour mettre Dembélé. Bref, là aussi, lui aussi a pris, on va dire, des risques qui ont été payants au final. Sa défense centrale, notamment Van Buiten, je veux le revoir moi. Bah oui, Van Buiten, tout le monde était étonné, pareil. Ouais, tu l'as vu aussi. Moi, je l'ai trouvé moyen, très très moyen. Il y a les choix de Wilmots, mais moi j'aimerais déjà une considération un peu générale. Je le disais tout à l'heure, certains font de la Belgique un outsider, alors peut-être pas pour le titre de champion, mais pour faire un beau parcours. Eric Roland, là, comme vous écoute, est-ce que après ce match, vous vous dites oui, effectivement, la Belgique peut faire quelque chose, ou alors vous émettez des doutes sur ce que vous avez vu? Moi, je reste sur la même position qu'avant la Coupe du Monde. Belgique, un des outsiders qui peuvent être des outsiders très intéressant. Après, l'histoire des changements à la mi-temps, c'est l'éternel problème. Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est mon métier. Quand tu fais 3 bons changements, eh bien, on appelle ça 3 bons coachings. Moi, j'appelle ça peut-être autant de 3 bonnes rentrées, parce qu'à ce moment-là, ce qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne saura jamais, c'est qu'est-ce qui se serait passé si les 3 qui sont rentrés en deuxième mi-temps, ils avaient démarré le match. Donc, la Belgique réussit ces changements. La Belgique réussit après avoir pris un but, et une fois de plus, une équipe qui ouvre le score ne gagne pas. Je ne sais pas combien de fois ça a dû se passer depuis le début. Et là, je suis désolé, mais c'est pas pour moi la Belgique qui gagne ce match. Oui, un petit peu quand même, mais c'est plutôt l'Algérie qui perd le sien. Et puis tu sais qu'on ne peut pas analyser un match de la Belgique sans avoir l'avis de Jean-Claude Van Damme, qui a regardé le match et qui voulait nous dire ça. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Ah, voilà le mode de football. Oui. Et comme ça, les Belges, ils peuvent la gagner la Coupe du Monde, moi je te le dis. Si chaque fois qu'ils mettent 2 buts, ça fait 11, ils la gagnent. Il est 20h30, c'est l'heure du journal d'Union de Julien Cazard. Messieurs, dames, c'est parti. Intégrale RMC Brésil, Mexique, Gilbert Bribois.